Free Flow spécial, retour au nom de la NBA. Comment allez-vous, messieurs? Salut. Comment ça va? Salut. Ça va la forme? Jour numéro Ça va. 1944 sans NBA. On est toujours vivant. C'est ça, on tient. On tient bon. Et forcément, on est là. on voulait vous parler de ce grand sujet parce que vous avez été nombreux à vous poser la question. Nous sommes fin mai. Ça fait plus de 2 mois que nous n'avons plus NBA. On était à la mi-mars. On va rappeler toutes les infos. Et on réfléchissait depuis quelques temps à faire cette émission spéciale NBA, le retour. Si oui, quand? Sinon, quand encore plus tard? Plein d'infos et d'éléments à partager avec vous. On a hâte aussi d'avoir vos avis sur cette situation. On va rappeler les grands axes d'information. On va aussi se pencher sur les différents thèmes qui sont liés au retour, qu'ils soient de l'ordre sanitaire, financier, sportif et tant d'autres surprises. On fera aussi un petit peu des projections avec les deux expertos que j'ai envie d'appeler Shaq et Nicole et la famille royale maintenant. C'est un peu bizarre. Non, j'ai oublié vos prénoms, c'est bien. Non, évidemment, c'est Simon et Alex, vous le savez. Alex, on a parlé évidemment avec Simon de ces sujets et première chose qu'on peut faire un petit peu, c'est rappeler à l'ordre du jour là vraiment quelles sont les informations principales que l'on a pour au moins démarrer sur une base de connaissances mutuelles. Oui, bien sûr. Donc là où on en est aujourd'hui, ce qui est intéressant de noter, c'est déjà la tendance pour l'instant depuis plus de 2 mois, là, comme tu l'as dit, qu'on n'a pas de NBA, que la NBA a été suspendue, que plusieurs joueurs ont été testés positifs au Covid, mais si je dis pas de bêtises, pour aucun de ces joueurs, ça n'a eu des conséquences trop graves. Je crois qu'aucun n'a été hospitalisé d'ailleurs. Je crois que quasiment aucun n'a été hospitalisé. C'est ça. Voilà, il y a des joueurs qui malheureusement pour eux ont eu des conséquences très très graves autour d'eux, dans leurs proches et tout, notamment par exemple Karl Anthony Towns et tout. Tout à fait. Là, ça c'est évidemment c'est terrible, mais au niveau des joueurs, j'ai pas, moi en tout cas, sinon j'ai raté l'info, mais j'ai pas vu de joueurs genre en mode oh là là, attention, son état de santé il est chaud et tout. Donc il y a eu des joueurs testés positifs, mais ce n'est pas allé de plus loin, de manière plus grave pour les joueurs. Donc ça c'est hyper important à rappeler. C'est, je pense, l'un des principaux axes qui pousse la NBA actuellement, parce que je pense qu'on peut le dire, ça pousse plus pour essayer de reprendre. Ouais, tout à fait. Je veux dire, je dis pas que l'annulation d'une saison n'est pas envisagée. Dans tous les rapports qu'on a pu voir d'Adam Silver, à chaque fois, il dit bien, genre, mais attention, on n'exclut pas la possibilité de annuler purement et simplement la saison et se concentrer sur 2020-21. Mais on voit bien que, pour l'instant, dans ses plans, c'est l'alinéa numéro Z-17, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est non, pas... Clairement. C'est pas en haut de la pyramide. Non, c'est sûr. Bah, d'ailleurs, Simon, justement, par rapport à ça, il y a un vrai... C'est le mot qui est revenu un petit peu sur ce mois de mai, c'est vraiment optimisme de la part des joueurs et des proprios. Il y a un optimisme sur le fait qu'il y a un retour de la saison NBA. Après, reste à voir comment. Ouais, il y a eu. Là d'ailleurs, c'est tout frais, mais en gros, c'est parti pas mal d'une déclaration de Chris Paul, qui est président du syndicat des joueurs. LeBron a fait une vidéo, etc. et tout. On a l'impression que les stars de la ligue veulent pas abandonner cette saison, pour reprendre les mots de LeBron. Et de l'autre côté, Adam Silver et évidemment tous les décideurs, financiers, etc. et tout, aimeraient bien aussi pouvoir voir dans la mesure du possible, et c'est ce qu'on va détailler dans le podcast, comment on peut rejouer en NBA là, dans les semaines, dans les mois, etc. Voilà. Après, techniquement, est-ce que ce sera... c'est ça qu'on va voir aussi qui est intéressant. De toute façon, il va falloir repartir, que ce soit maintenant ou plus tard. Donc, est-ce que maintenant, c'est... Dans quel volume de match tu veux repartir? Est-ce que tu veux que ça ressemble vraiment à une fin de saison et raccordée à celle qui vient de s'écouler? Est-ce que c'est plus un ballon d'essai pour la saison, enfin un essai pour la saison prochaine? Quand doit redémarrer la saison prochaine, etc. et tout? Non, il y a bien plein sûr. de choses à voir. Beaucoup d'éléments qui sont encore flous. En tout cas, ceux qui sont à peu près sûrs, celui qui stresse un petit peu, notamment les observateurs de la NBA et surtout ceux qui travaillent en NBA, c'est qu'on est sur une timeline à maximum mi-juin pour avoir une information officielle de la part de la NBA. On devrait avoir sous à peu près 2 à 3 semaines une annonce qui est faite fixée de la part. Ouais. Exactement, on devrait être fixé sur un retour de la NBA. On va s'occuper des scénarios, Alex, mais notamment la position dans laquelle est Adam Silver, c'est-à-dire d'avoir quand même l'opportunité de donner un peu l'exemple. Ça peut être à la fois positif, mais ça peut être aussi un énorme risque en termes de répercussions sur la NBA en termes d'image. Je suis d'accord, en termes d'image et même en termes sanitaires. Et tout à fait. Et d'ailleurs, il y a une autre info dont on est déjà sûr,
c'est que si jamais la NBA, la saison devait reprendre, etc., ça sera bien évidemment à huis clos. Ouais. Et à huis clos pendant un bail. Non mais tu vois, ça au moins c'est acté, quoi. Bien Ce sûr. qui d'ailleurs influe pas mal sur les scénarios, ce qui influe pas mal sur tout un tas d'autres sujets qu'on va traiter dans la suite de cette émission. C'est la thune, c'est les lieux, et puis c'est aussi l'ambiance pour les joueurs. On a quand même Bien vu sûr. plusieurs joueurs nous expliquer que c'est lequel qui nous a dit qu'il se nourrissait du public. Là, c'est lequel qui nous a dit ça? Je me rappelle même plus. Il y en a un qui a dit ça, j'ai trouvé ça très vrai. Qui s'est nourri du public, ouais, certains qui sont exprimés Celui qui a là-dessus. dit combien de... Non mais c'est un ancien joueur, je crois. C'est pas Barclay? Je sais plus. Ou Jordan? Non, c'est pas Jordan. Je sais plus lequel a dit en gros je me nourrissais un peu de l'énergie que me donnait c'est le le public sixième homme, le adverse public. Tout ou à le fait. mien Bien sûr. ou le mien pour kiffer. Ah, quoi. ça devait être, Et être fort. ça devait être Ron Ouais, Artest, ça non doit être Ron Artest, il se nourrit Ouais, souvent du Stephen public. Jackson. Ouais, Stephen Jackson aussi, ouais. Ouais, c'est Ron Artest, Stéphane Il y a Jackson et beaucoup Jermaine O'Neal, je d'interactions crois, avec qui le ont dit public. ça. Ouais. Non, mais de la même manière, LeBron est passé d'un discours au début, donc au début de tout ça, il y a 2 mois, à attendez, jouer sans public et tout, bof, quoi, voire plus que bof. Et effectivement, les joueurs actuels ont même évolué dans leur démarche parce qu'ils se rendent bien compte que c'est pas possible en fait de remettre du public pour l'instant déjà. Une chose est sûre, c'est rejouer ou pas, etc. Ça se discute. Par contre, le public, Tout à ça ne se fait. discute pas. Une des grandes difficultés qu'on voit notamment avec cette situation, plein de gens qui, je pense, vers vous aussi, Alex et Simon, viennent en posant la question, en bossant sur le basket évidemment NBA, c'est la complexité aussi d'un pays comme les États-Unis. Et donc au niveau étataire, d'avoir certains États, et on allait y venir là, Alex, Ouais. notamment là-dessus, d'avoir des États qui sont capables de dire, nous, la Floride, let's go, tout le monde sur les plages, le sport est un élément essentiel à la vie, il faut que le sport reprenne, et d'autres États qui n'ont pas les mêmes outils, notamment d'accessibilité à des tests, doivent avoir une autre politique et une autre manière de gérer cette pandémie. Ça, cet élément-là, est juste fondamental dans la façon dont la NBA peut revenir. Parce que dans une ligue avec des franchises réparties dans autant d'États, on ne peut pas avoir une reprise, si elle a lieu, dans toutes les salles qu'on connaissait jusque-là. Et clairement, et d'ailleurs il y a même une autre raison à ça, c'est tu t'es obligé de limiter les déplacements de toute Bien façon. sûr. Si tu veux faire rejouer, en plus de ce que tu viens de dire, je veux dire, en plus de ça, genre on va faire prendre l'avion au mec un jour sur deux. Non, ça me paraît pas envisageable, Non, tu non, vois. non négociable. En plus, t'as raison, pour les différences entre États, on peut même rajouter un truc, c'est qu'il y a déjà des États qui ont annoncé, si c'est pas déjà le cas, que le sport allait pouvoir reprendre à huis clos. En Californie, Tout à fait. c'est déjà annoncé. New Au York. Texas, Texas. New York également. Ouais. Et C'est pas le cas Floride. partout. Non, bien sûr. Donc, ne serait-ce qu'au niveau préparation, je pense qu'il peut déjà y avoir quelques inégalités. Si, je dis n'importe quoi, les Kings peuvent reprendre l'entraînement, d'accord? Les Lakers et tout, enfin la Californie, quoi. Californie, Mais que, ouais. par exemple, les Blazers peuvent pas, tu vois. Ouais, c'est ça. Par exemple. Sur le format, Simon, j'allais te tendre la parole là-dessus, puisqu'on est un peu sur cette partie sharing informations pour qu'on soit tous sur la même base. On parlait de dates jusqu'ici, de potentiel retour. Mettons aussi les choses au clair. Il n'y a pas de format déjà tranché sur camp d'entraînement, quelle durée, saison régulière, play-in tournament, play-off directement. On est encore dans du flou total là-dessus. Non, on est au début d'un processus. En gros, tu l'as bien dit tout à l'heure, mi-juin, là, on va savoir en fait comment ça s'organiserait. Ce qui veut dire aussi que pour Adam Silver, je pense, et tout le monde, si mi-juin, tu ne peux pas annoncer un planning, je pense qu'il lâche l'affaire. Ça, c'est une chose que je voulais préciser. J'ai aussi l'impression que si jamais là, on n'y arrive pas, on n'a pas assez de garantie et tout pour la NBA, de la part de la NBA et tout, on peut quand même s'attendre. Le scénario est à mon avis faible, on est plutôt optimiste. Mais attention, ça peut vouloir dire aussi qu'Adam Silver va dire mi-juin, on a tout essayé, on est déjà mi-juin. Je ne suis pas en mesure aujourd'hui de vous annoncer comment et quand peut reprendre la NBA et du coup, cette saison est annulée. C'est, je pense, peu probable, mais c'est pas impossible. Là, il y a une première décision. Ensuite, mi-juin, on saura normalement, donc si c'est le cas ou pas, annulation. Si ça reprend, on devrait en savoir un peu plus, un peu quand. On a quelque part un magazine, enfin le New York Times, qui est un peu quand même, dans ce cas-là, c'est un peu comme l'équivalent du Monde ou quelque chose comme ça en France. On peut estimer que c'est un peu, la NBA savait très bien que cet article allait paraître, je pense, puisque c'est Mark Stein qui l'a tweeté, qui est un journaliste qui bosse qui est comme ça avec la NBA, qui bosse avec les gens de la NBA depuis, honnêtement, je pense, plus de 20 ans. Et on parle de scénario intermédiaire envisageable. Avec un petit training camp, Et en gros, un training camp voilà. vite fait, quoi, 2 semaines, allez. Je sais pas, Bastien, 2 semaines. Ouais, enfin vas-y Simon, et puis je Pardon. complète. Vas-y, je t'en prie. Ouais.
En gros, effectivement, pour à la fois éviter comment dire, le fait que tu puisses pas déclencher au même moment le sport dans tous les États et tout, éviter ces problèmes-là, tu proposes 2 lieux, a priori, un à l'Est, un à l'Ouest. On parle évidemment d'Orlando et Las Vegas, par exemple, où pourraient se réunir après un certain nombre de camps. Donc les équipes feraient, dans leur État, ou je pense d'autres clubs, par exemple, si Portland, dans l'Oregon, tu peux pas jouer, on peut imaginer que Portland ira en Californie, que ce serait limité et tout. Tu respectes quelques jours, ils reprennent. Donc voilà, tu calcules comme ça combien de temps, 2 semaines, 3 semaines, on parle de ça. Chaque équipe se remet en forme. Ensuite, elles se réunissent, tu relaisses passer du temps pour voir les cas d'incubation, de contagion et tout. Tu fais jouer une partie à Orlando, une partie à Las Vegas, tu relaisses passer du temps et tu finis comme ça ta saison. C'est un des scénarios. Tout le timing. Tout cela. Voilà, et vous l'avez bien compris, et je finis avec ça là-dessus, c'est, en fait, ça demande du temps. C'est-à-dire que même si tu fais peu de matchs, peu de playoffs et tout, à chaque fois, tu dois respecter scrupuleusement des temps d'arrêt pour contrôler les gens, tester et tout. Donc ça veut dire que si mi-juin, on peut imaginer que c'est quelque chose, le temps que les équipes se remettent en forme, se déplacent, tout ça et tout, ça veut dire pour moi, à mon avis, si on lit entre les lignes, des finales fin août, par exemple. C'est ça qui, notamment, que j'allais compléter avec ce que tu disais, ce qui semble, s'il devait y avoir une sorte de listing du non négociable, le sentiment là qui ressort en l'état, c'est que les joueurs veulent évidemment un camp d'entraînement, il faut se remettre en route. Certains ont accès depuis, je dirais que aujourd'hui, 22 des 30 franchises ont réouvert leurs facilities, ou ont prévu de réouvrir leurs facilities, c'est-à-dire leur centre d'entraînement, pour que les joueurs puissent y avoir accès. Les joueurs aimeraient avoir, et l'espèce d'entre-deux qui pourrait avoir, c'est 2 à 3 semaines de remise en forme, vraiment, de camp d'entraînement. Toutes les questions se posent sur ces quelques matchs de saison régulière, c'est-à-dire savoir si tu accèdes directement aux playoffs, que faire pour satisfaire tout le monde. Il y a des équipes qui étaient à la bataille pour aller aux playoffs. À ces équipes-là, tu leur dis quoi ? Il y a quelques matchs où on va directement aux playoffs et on garde les 16 qui étaient prévus le 12 mars. C'est ça qui est un petit peu tendu. Et il y a aussi, et ça a été un des axes qui a été notamment mis en avant par Adam Silver récemment lors d'un call avec les gouverneurs, avec les board of governors, avec les propriétaires, c'est le fait que les équipes qui sont tout en bas, elles, du classement, certaines se disent à quoi bon ? C'est-à-dire, je peux en effet faire le geste de relancer le sport for the greater good, comme ils disent, donc voilà, pour envoyer un message d'harmonie super, mais il y a aussi des prises de risques, Alex, où certaines équipes se disent, je suis déjà hors course, qu'est-ce que je vais me faire chier à vouloir reprendre avec autant de risques sur la table, quoi. Ça, c'est évident que les motivations ne sont pas les mêmes à Atlanta ou à Phoenix, qu'à Milwaukee ou à Los Angeles. Hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. Ça, c'est évident que... tu parlais de LeBron tout à l'heure. À notre Bronbron, on connaît la bête. Hein. Giannis et LeBron ont été hyper véhéments. Ouais, pardon, vas-y. Bah oui, au début... Giannis, ouais, j'ai trouvé Bronbron plus encore... Parce que comme tu l'as très bien dit, au début, Bronbron... Il fait genre, ouais, non, on va quand même pas jouer sans public. Mais c'est parce que je pense qu'à ce moment-là, les personnes réalisent encore vraiment l'étendue du bordel. Et le fait que ça va peut-être pas reprendre avec du public avant la saison 2021-22, tu vois. Quand je dis ça, je ne suis pas expert en virologie, mais de ce que je lis et de ce que je comprends d'un potentiel vaccin et tout, ça paraît quand même tendu en moins de 12 ou 18 mois de pouvoir foutre 20 000 personnes dans une salle, quoi. C'est sûr. On va pas se mentir. Donc Bronbron, forcément, lui, le mec, il a envie de jouer le titre et puis il a envie de le jouer cette année. L'équipe, elle est là et tout, tu vois, genre. Et puis après, il y a eu aussi, et on va y venir après derrière, il y a eu aussi le coup de bambou financier, où quand il y a toutes les nouvelles prévisions, les explications de salary cap, les salaires des joueurs qui sont tombés, là tout d'un coup il y a plus de joueurs motivés pour jouer aussi. Et ce qui est quelque part, tu vois, genre tout à fait, compréhensible. Je veux dire, à un moment donné, les mecs, c'est aussi leur métier et donc leur gagne-pain. Mais on n'a pas encore parlé, mais il y a eu pas mal de choses de dites, mais c'est peut-être le point sur lequel on est le plus dans le flou au niveau sanitaire. C'est la NBA a pas mal communiqué sur le côté genre on travaille de notre côté avec nos propres experts sur des systèmes de tests où les résultats arrivent hyper rapidement et tout là. Vous avez suivi ça? Oui, pour pouvoir c'est tester le point de les blocage mecs. numéro 1 pour Adam Silver. Eh bah oui, parce que vous, Simon ou toi, Bastien, je sais plus, mettez justement en avant le fait du temps. Ah, c'est Simon. Mais si en plus tu rajoutes à ça à chaque fois du temps
pour tester, avoir des résultats, vérifier la fiabilité, Alors, tu augmentes encore plus les délais en fait. Et donc là, on a plusieurs problèmes imbriqués les uns dans les autres au niveau sanitaire. C'est les temps d'incubation de ce virus, c'est combien de temps tu mets à tester, qu'est-ce que tu fais du mec si le mec est positif? Tu fais quoi? Tu le renvoies? C'est surtout ça. Vas-y Simon. C'est surtout ça. Si par exemple, on prend un exemple parce qu'ils ont eu d'un cas, Utah par exemple reprend son camp d'entraînement, Utah joue les playoffs et tout le monde a par exemple 3 semaines pour gérer son camp de remise en forme et tout. Et là par exemple, on apprend que dans les rangs d'Utah, il y a une rechute, on apprend qu'aux Lakers par exemple, un joueur est positif. Du coup, ça, si j'ai bien compris, ça veut dire quand même que ton camp d'entraînement, il s'arrête un peu parce qu'il a croisé les autres joueurs, il faut les tester, etc. Donc tu repères du temps. Donc en fait, si par exemple, tu dois jouer ton premier tour de play-off et que tu as besoin de nouveau, si ton camp de 3 semaines est en fait de 2 semaines parce que tu as passé une semaine, tu as eu un cas positif, tu as reperdu du temps, tu n'es de toute façon pas à égalité avec l'autre équipe qui n'a pas eu de cas. Et ça me paraît... c'est quand même... Ce serait pas un miracle, j'aime pas ce mot, mais ce serait un tour de force assez incroyable, vu la taux de contagiosité, etc. et tout, qu'il n'ait pas un seul cas positif, personne qui ont fait un camp d'entraînement. Ça, la NBA s'y prépare aussi. Si on réouvre les vannes un petit peu, on le voit, enfin, vous avez compris cette logique de contagion, confinement, déconfinement, etc. Il est malheureusement assez... peut-être pas probable, mais il est envisageable que pendant les 3 semaines, on apprenne que le processus doit être ralenti puisque on a une dizaine de joueurs qui sont testés positifs. C'est sur cette balance, vas-y Alex, je t'en prie. Non, vas-y. C'est sur cette balance qui est assez fine, sur laquelle la NBA c'est une ligne sur laquelle la NBA essaie de danser. C'est que, comme tu le dis, par rapport à ce qui a été mentionné, c'est que s'il y a un cas de joueur, quarantaine tout de suite, et on essaie de voir au plus vite comment tester les autres. Donc ça va être, comme tu le dis, un tour de force. Ils vont essayer à la fois d'expérimenter, ce qui est un terme très... Là, on parle de vie, donc c'est très compliqué de parler de ça quand on parle de vie et de santé, mais il y a aujourd'hui cette ligne sur laquelle la NBA essaie de danser, qui est à la fois de servir d'exemple, de template pour d'autres ligues, parce que en termes d'image, il faut bien avoir ça en compte, pour Adam Silver, en termes de challenge, d'être une ligue qui peut servir d'exemple... parce que on en parle souvent comme une entreprise, c'est un vaisseau spatial la NBA. Je veux dire, les mecs, on est en train de parler de vouloir s'installer à Orlando, à Disney World ou à Las Vegas. Le mec choisit en claquant... C'est des grands malades. C'est génial. Quelles autres ligues sont capables de claquer les doigts et dire on va louer Las Vegas, on va louer Disney World? Toutes les possibilités sont là. C'est la ligue peut-être... C'est l'une des ligues les plus puissantes, si ce n'est la ligue et indépendante parlant. Donc effectivement, tout le monde l'attend parce qu'on se dit que va faire la NBA avec ses moyens en fait. C'est pas la ligue. Non, malheureusement. Mais c'est sûr que la NBA, avec ses moyens et avec son indépendance, va vouloir justement tester différents modèles. Et Adam Silver sera le premier à vouloir voir si c'est, à mon avis, moi c'est très perso, mais à mon avis, si Adam Silver sent que il peut trop y avoir des répercussions en termes d'image négatives, notamment pour la Ligue, et donc des problèmes sanitaires. Je pense qu'il y aura zéro hésitation, il va faire je prends même pas ce risque. Alors tu le dis bien. Le souci là-dedans, je fais rapide, c'est... Le problème c'est qu'il y a beaucoup d'inconnus. À plein de niveaux. Là on est sur le sanitaire. Sur le sanitaire, franchement, il y a plein d'inconnus. Genre... Comment tu gères? Donc, ok, admettons, on va pas faire le sketch de la chauve-souris, mais admettons quand même, genre, camp d'entraînement, pas de cas positifs, ok? Ok. La conf Est à Orlando, la conf Ouest à Las Vegas, un truc dans ce genre-là, quoi, pour limiter les déplacements. Et puis, est-ce qu'on joue un bout de régulière ou pas? On va faire nos scénarios plus tard, pour l'instant, je m'en fous. On est en pleine série de playoffs. J'en sais rien moi, Nuggets Rockets, ok? Westbrook positif. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Westbrook, mis en quarantaine bien évidemment, tu testes les autres joueurs, admettons aucun autre joueur n'est positif, donc les autres joueurs peuvent continuer à jouer éventuellement. Westbrook tu le fous en quarantaine, mais pendant combien de temps? Est-ce qu'on le gère comme une blessure? On dit combien de temps faut mettre un mec en quarantaine? À partir de combien de temps un mec positif n'est potentiellement plus contagieux? Un coup de test quasi quotidien. Oui, mais le test, c'est pour savoir si t'as le bordel. Bien sûr. Est-ce que, si j'ai bien suivi, aujourd'hui, c'est à partir de quand le mec après n'est plus contagieux? Parce que si t'es au premier tour de playoff et qu'un mec est positif, est-ce que le mec peut revenir Alex, ça, et en plus, 15 jours plus tard, par exemple? Vas-y, je sais pas, je demande. Tout à fait.
Ouais, c'est compliqué. Et il y a en plus, est-ce que tu es contagieux avant ou après d'être positif à certains tests? Parce qu'on peut aussi, il y a une marge de, il y a aussi le avant. Tu peux parfois être encore entre guillemets négatif à un test, mais peut-être déjà contagieux pour certains cas, notamment les gens plus faibles autour de toi et tout. Il y a un vrai problème aussi pour la NBA. On l'a vu, ça c'est partout dans le monde. Ce virus est très méchant pour les personnes les plus âgées. Ouais, les stats commencent à tomber, ouais, clairement, c'est clair. Voilà, hein, ça c'est une vraie vérité qui a l'air scientifique et tout. Et pardon de rappeler ça, mais la moyenne des coachs NBA, elle n'est pas de 25 ans. Donc par exemple, ça c'est un énorme bordel aussi à gérer. Tu vois, dans quelle mesure, qu'est-ce que tu peux reproduire par rapport à des vrais playoffs si tu peux pas par exemple avoir tes coachs? Alors c'est pour ça qu'Adam Silver, je pense, est très 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 intelligent. Et là il en fait la preuve. J'ai l'impression, après tout ce qu'on vient de dire et tout, déjà qu'il y a la volonté de repartir aussi, parce que de toute façon il faudra repartir. Et il va bien falloir essayer de voir un jour ce qui est possible de faire. Donc autant déjà là fonctionner sur cette fin de saison comme une espèce de alors je choisis vraiment bien mes mots, mais d'expérimentation, de laboratoire, etc. et tout, mais en disant parce que c'est par définition hasardeux. Donc dès que ça sent pas bon, on cut tout, mais pour aussi s'en servir après pour la saison prochaine, dire ok, ça marche, ça marche pas, et avoir quand même un peu de matière empirique, c'est-à-dire d'avoir essayé pour pouvoir repartir sur une saison le mieux possible. Non, c'est sûr qu'il y aura chez Adam Silver, là, déjà en ce moment, il y a pas mal de gouttes de transpiration, hein, parce que forcément, il se demande ce qu'il peut faire. Par rapport aux autres infos, juste pour boucler, avant qu'on parte sur des thèmes vraiment en zoom, messieurs, une dernière information qu'on peut donner pour ceux qui l'ont entendu là, d'un coin de l'oreille, et pour redonner les choses. Oui, la NBA a vraiment zoomé sur Disney World, qui déjà a les endroits où jouer au basket et a toutes les structures en termes d'accueil pour pouvoir accueillir à la fois les joueurs et, parce qu'on va pas parler, les joueurs et les familles, parce que c'est aussi les joueurs qu'on ne va pas foutre pendant 2 mois dans un endroit, et puis les familles, next. Famille, staff, est-ce qu'on emmène les familles du staff aussi? Tout à fait, j'allais y venir pour le staff. Mais donc, Orlando a été zoomé, et on parlera après de financier, parce qu'il y a un truc, ça commence par E et ça finit par ESPN. Il y a 2-3 liens à faire avec Disney aussi, je crois. Et du côté de Vegas, il y a évidemment les structures qu'on connaît en termes d'hôtels, d'accueil. Il y a UNLV, hashtag Anthony Bennett, qui est pas loin, donc ils peuvent jouer. Et le Thomas Mack Center, hashtag Paul George, malheureusement. Et surtout la Summer League, où on a pu les voir jouer. Donc, ces 2 villes ont été ciblées. Et puis, Las Vegas n'a pas de franchise NBA à proprement parler, mais ça va, les joueurs connaissent le terrain. Les joueurs connaissent assez bien le terrain. Ils connaissent les hôtels. Tout à fait. Ils connaissent les boîtes de nuit, tout ça. D'ailleurs, il y en a 2-3 qui ont même leur petit. Tout à fait. D'ailleurs, de ce point de vue purement législatif, le gouverneur du Nevada, si je ne dis pas de bêtises, est en train d'essayer d'acter déjà des réouvertures d'activités. Il n'est pas encore question de casino ou de quoi que ce soit. Il n'est juste déjà des débuts d'activité du côté de Las Vegas, mais les casinos, on n'y est pas encore du tout. Hein. Donc pour ceux qui se font des scénarios de genre les mecs ils y vont, ils jouent au blackjack, etc. Moi je dis calma quoi. Avant que les gens se ramènent autour de la table et disent croupier 21 s'il vous plaît. Il faudra un petit peu de temps pour ça. Alex, est-ce qu'on part tout de suite sur les différents thèmes qu'on avait souhaité aborder en Zoom? Qu'est-ce qui te tente? Voilà, le sanitaire. Je trouve que le côté sécurité sanitaire, on a donné pas mal d'infos et on a mis pas mal les problématiques sur la table. Après, aucun de nous trois n'est vraiment suffisamment expérimenté ou comment dire, ou documenté scientifiquement pour réellement faire des réponses. Tout à l'heure, Simon, tu disais faut qu'ils vont expérimenter la NBA et tout. Moi, tu vois, d'instinct comme ça, j'ai envie de dire putain, mais c'est chaud quand même, quoi. Tu vois, genre d'un point de vue sécurité sanitaire, je comprends les enjeux business et on va y venir et tout, mais moi j'ai envie de dire genre les gars, genre enfin c'est fini quoi, tant pis, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois, genre quelque part j'ai envie de dire ça, mais j'ai peut-être pas raison, hein, c'est comme ça l'instinct, tu vois. Non, mais on peut parler de ça. Vas-y. Alors, en fait, au début, j'étais complètement dans cette logique-là. On ne joue pas avec la vie humaine. C'est comme un principe pour moi. Et donc, on repart pas, en fait, tant que quelqu'un... Mais après, je me suis dit, là, les choses ont évolué. C'est une situation dynamique. Ça fait 2 mois et tout. On va devoir apprendre à vivre dans une durée assez longue avec cette saloperie. Et du coup, tu te dis, si c'est pour laisser 6 mois d'inactivité aux joueurs NBA, à tout le monde et tout, et de toute façon repartir dans à peu près les mêmes conditions en octobre-novembre prochain, c'est peut-être pas bête en mettant un taux de sécurité et avec vraiment un ordre de au premier flag, on stoppe tout pour voir justement comment ça réagit, combien de temps ça tient et tout, pour permettre au mieux la sécurité des joueurs quand il va falloir jouer une saison entière
avec cette saloperie sur le dos. Ça peut être plus qu'une expérimentation, de vrais préparatifs pour au contraire renforcer la sécurité, l'environnement. Je comprends, mais ce que je voulais dire par là, c'est, je suis d'accord avec toi. À aucun moment, je pense que, même, je pense pas qu'il y ait vraiment des gens sinon, qui je pense qu'Adam Silver coupe court à tout. Excuse-moi. Non, je dis juste. Et sinon, Adam Silver coupe court à tout. Je pense vraiment. Vas-y, Alex. Ouais, moi non, ce que je voulais dire, c'est plutôt genre, c'était plutôt le questionnement, genre. Je comprends les tenants et les aboutissants qu'il y a derrière, et on le voit là avec le confinement, ça a complètement et très sérieusement altéré l'économie mondiale, quoi, on va dire ça comme ça, et dont celle des ligues de sport. Maintenant, toute la question à se poser, c'est jusqu'à quel point il faut absolument avoir du sport en fait pendant un an, tu vois. Alors, c'est ça la question que je dis qu'il faut se poser en fait, quoi. Et tout ça aux États-Unis, quoi. Nous on bosse dans des médias de sport, donc on a un peu envie d'avoir du sport, mais tu vois. Non, bien sûr. Et puis aux États-Unis, dans un pays aussi qui fonctionne sur le sport. Le seul point sanitaire sur lequel je voulais mettre un peu l'accent, parce que je pense que personne ici, on est tous les trois d'accord, personne n'est en mesure de dire on va faire du gambling avec des vies humaines. Ça, je pense que jamais la NBA voudra prendre ce risque, c'est évident. Par contre, par rapport à l'image qu'on donnait à cette NBA en termes d'entreprise et des moyens qui sont... La NBA est capable de prononcer des phrases que aucune autre entreprise est capable de prononcer. Du coup... La réflexion, c'est ce que j'avais noté notamment, la réflexion qui est en cours dans les bureaux de la NBA, elle est de l'ordre, au-delà de la pratique même du sport, elle est notamment en 3 étapes. C'est, comme tu l'as dit tout à l'heure Alex, les différents tests à exécuter sur des athlètes. Donc si ces tests-là notamment sont testés sur des athlètes, c'est aussi des tests qui peuvent être vus après sur le reste de la population. C'est-à-dire que c'est aussi un énorme laboratoire, la NBA. Il ne faut pas aussi sous-estimer ça. C'est que la NBA veut aussi faire, comme tu l'as dit, de l'expérimental, Simon, avec un côté laborantin. Le fait aussi qu'ils ont leurs propres experts et ils veulent, je cite, checker le parcours d'un cas de Covid. Tu en parlais tout à l'heure, Alex, c'est-à-dire combien de temps dure le mec. Si Comment en fait tu gères ça ? Tout à fait, mais en fait, si les hôpitaux publics, et on va pas rentrer évidemment dans la définition du système de santé américain, sinon on va ouvrir une autre chaîne. Mais pour le coup, la situation fait que en NBA, tu as les moyens pour te permettre sur un groupe d'individus de réaliser ces tests en interne. Et Dieu sait si la NBA c'est privé, donc ils peuvent se permettre de réaliser ces types de tests-là avec leurs experts sanitaires et surtout du coup en savoir plus sur la maladie. C'est-à-dire que moi je ne suis pas étonné personnellement, si la NBA est capable de faire des avancées, que certains secteurs publics notamment ne peuvent pas développer juste par faute de moyens en fait. Il y a dans ce qui se passe, je pense, la volonté de la NBA d'être un peu un éclaireur pour tout le monde. Complètement. C'est-à-dire, tout le monde, franchement, pour tout le monde, on le voit d'ailleurs même nous dans nos vies un peu... Le déconfinement fait aussi pour pas mal de gens un peu un effet bizarre, t'as presque peur parce que voilà, tu dois ressortir et tout. Il va falloir reprendre et tous à des degrés et mesures, ça veut dire les êtres humains, les sociétés physiques, les sociétés intellectuelles, tout ça et tout. Tout le monde a peur. Tout le monde a peur. J'ai un peu plus confiance dans un monde où c'est la NBA qui repart en premier que la ligue de Perlimpinpin de l'association des merguez du Loiret, quoi, tu vois. Parce que ils ont les reins solides, ils ont l'intelligence, ils ont les sous, ils ont le monde entier scruté vers eux, ils ont pas le droit à l'erreur. Et voilà, et ils peuvent endosser ce rôle de directeur. On a tous peur, il va falloir repartir dans ce monde, voilà. Et quelque part, la NBA, je trouve aussi, assume ce truc de genre, bah en fait, nous on va essayer de repartir, on va clairement vous dire si ça pue ou pas. Si ça pue, on arrêtera tout très vite. Mais il y a effectivement, tu l'as dit, Bastien, j'ai entendu ce mot, c'est un rôle de leader. La NBA assume, je trouve, un rôle de leader dans le monde du sport et du coup dans le monde par extension. Et ça me fait peur, je l'avoue honnêtement, ça me fait peur pour les joueurs NBA, ça me fait peur pour tout. Cette question philosophique aussi, tu te dis, Alex, a-t-on vraiment besoin de sport à ce prix-là? Elle est importante quand même, la question. En même tout temps, à fait, on va y venir. Voilà. Mais il va bien falloir, il y a aussi, il faut que l'économie bien sûr, tout à fait, je suis pas... Je comprends. Voilà. Et moi, je suis bien content que ce soit la NBA qui reparte et pas moi, tu vois ce que je veux dire. Moi, je vais pas aller... Mais je trouve que c'est bien qu'une ligue comme ça se place en espèce de... C'est à la fois aventureux, mais aussi très responsable de leur part de dire on a quand même des millions de dollars, on a des moyens, on a, tu disais Bastien, des moyens de checker, de faire des tests quotidiens s'il faut, en batterie, etc. et tout. Donc ok, on assume, on y va, on repart nous. Parce que ça va pas être une ligue de sport. Il y avait un petit point sur lequel, Alex, c'est juste avant transition, un petit point sur lequel j'allais te poser une question. Si je ne dis pas de bêtises, parce que j'ai pas les infos sous les yeux, c'est juste de souvenir. Mais la NBA était notamment considérée en front comme étant celle qui avait shut down, enfin, je vais arrêter de parler en anglais-français, qui avait vraiment décidé de suspendre notamment sa ligue parmi les premières.
Ah bah oui, clairement. Dans la continuité de ce rôle de leadership. Aux États-Unis, clairement, c'est les premiers. Oui. Avec, entre guillemets, malheureusement pour lui, le Gobergate. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais vous voyez bien à quoi je fais référence. Ils ont toujours été avant-gardistes sur plein de sujets. Il n'y a pas de raison qu'ils ne le soient pas aujourd'hui dans une énorme crise sanitaire. Comme vous l'avez bien dit tous les deux, là, ils ont les moyens de le faire, et financiers, et pas que financier. La thune, c'est évidemment très important, mais aussi en termes d'idées. C'est-à-dire qu'avoir de la thune, c'est bien, mais si t'as pas d'idées, souvent tu peux finir par faire de la merde. L'organisation aussi. Les habitudes logistiques, c'est-à-dire que la NBA, ils gèrent une ligue où il y a 30 équipes qui jouent chacune 82 matchs aux 4 coins du pays, où les mecs sont tout le temps dans les avions et tout. C'est pas des playoffs centralisés à Orlando et à Las Vegas qui vont leur faire peur en termes logistiques, franchement. Moi, j'y crois pas à ça. Ils ont pas peur de ça. Le vrai problème, il est pas là pour eux. Le vrai problème, à mon avis, et c'est pour ça qu'on n'a pas encore de vraies décisions de prise au moment où on parle, c'est qu'il y a beaucoup d'incertitudes, même pour eux. Genre, les questions qu'on se pose là, nous, de manière très naïve, entre guillemets, les questions de qu'est-ce que tu fais quand, comme moi je disais, moi, l'exemple de Westbrook, là, il est testé positif. Qu'est-ce que tu fais? Combien de temps tu le mets en quarantaine? Est-ce que le mec peut revenir après? Oui, comment tu retestes tout le monde? Qu'est-ce que tu fais si genre toute l'équipe est positive? Ils sont forfaits alors? Enfin, tu vois, je pose des questions qui doivent se poser eux en fait, et auxquelles ils n'ont pas vraiment de réponse. C'est-à-dire que tu dois mettre en place des nouvelles règles sanitaires, des nouvelles règles, certainement des nouvelles règles, comment dire, de compétition. Bien sûr. Je pense pas que tu vas pouvoir jouer tous les matchs de la régulière et toutes les séries en 7. Enfin, après, je sais pas, mais ça me paraît compliqué de tout mettre dans le laps de temps dont on parle. Ouais, on va voir. Il y a plein de paramètres. Vas-y. Ouais. Ils sont devant une montagne. Ils sont devant une montagne d'incertitudes. Ouais, c'est une des phrases notamment que, si je dis pas bêtise, je crois que c'est Sam Amick de The Athletic qui l'a balancé la semaine dernière et que je trouvais très pertinente. C'est que pour une ligue comme la NBA qui est habituée à avoir le contrôle sur tout, aujourd'hui le patron c'est le Covid. Ouais, aujourd'hui, le patron, c'est le Covid. C'est-à-dire que si le Covid, il agit ainsi, et si malheureusement la NBA se retrouve devant des surprises, autant de dollars qu'elle puisse avoir et de pouvoir politique, financier, etc., elle ne pourra rien faire. Ça me permet de faire transition, Alex, avec un sujet, je pense qu'on va tous se retrousser les manches. Ça s'appelle les ramifications financières. Parce que là, il y a 2-3 trucs dont on va devoir parler. Simon, il a retroussé les manches. Je ne sais même pas par où commencer. Installez-vous peinard parce que là, on va essayer d'explorer en tous les cas le futur court, moyen et long terme des ramifications financières avec cette pandémie. Bah déjà, il y a les choses qu'on sait. Genre, on sait parce que dans tout ce qui a été dit par Adam Silver et tout, on sait que dans son chiffre d'affaires, la NBA, enfin que sur le chiffre d'affaires de la NBA, les revenus via les fans et les matchs, via les spectateurs et tout, c'est à peu près 40%. Directement et indirectement. Du chiffre d'affaires. Voilà, exactement. Donc il ne s'agit pas de dire que la NBA cette saison vient de perdre 40% de son chiffre d'affaires, puisque la saison était déjà jouée aux 2/3, et que possiblement ils peuvent nous faire une reprise pour faire jouer encore des matchs, donc ils vont pouvoir en sauver un peu. Ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, et pour une éventuelle reprise, et probablement la saison 2020-21, il n'y a pas de public dans les salles pour l'instant. C'est sûr. Perte sèche de ouf pour la ligue et pour les franchises chacune, parce qu'il faut, enfin juste comme ça après, comme ça Bastien tu peux rebondir, faut bien comprendre que tu as la ligue et que tu as après chacune des franchises, par définition sont des franchises, donc sont des entités financières autonomes qui potentiellement peuvent faire faillite. Ce sont des entreprises, c'est-à-dire que je sais plus, j'ai vu passer l'info, je crois que c'est 3 millions, je crois que les Warriors, chaque match à domicile leur apporte à peu près 3 millions. Tu enlèves déjà, il restait une quinzaine de matchs de régulière, donc tu en enlèves la moitié à domicile. Plus, bon, pas pour les Warriors, hein, mais pour d'autres équipes d'éventuels playoffs, ça commence à faire déjà rien que ça, un bon petit paquet de thunes, tu vois. Tout à fait. Non, c'est donc, sûr. Voilà, Simon, un premier truc. Non, mais c'est un bon exemple, et de toute façon, pour rebondir dessus, Simon, juste pour ceux qui découvriraient un petit peu, notamment, je sais qu'il y en a plein qui nous regardent et qui suivent la NBA depuis soit très longtemps et ont tous les éléments, soit ceux qui découvrent un petit peu et ne savent pas
comment les sommes sont réparties notamment. Et le BRI, je me permets quand même pour te lancer un tout petit peu là-dessus. C'est un mot technique là. Non mais j'emploie du technique, mais en même temps il y a des gens qui ne savent pas forcément comment l'argent est réparti en NBA. Et je pense que c'est important de faire ce rappel-là. Déjà BRI, vas-y, mets les initiales sur BRI parce que BRI déjà, je pense que ça mérite de mettre les. C'est le bureau de recherche en investissement. Et d'investigation. Ouais, c'est ça, exactement. Non mais comme c'est le le budget FBI, revenu. C'est budget revenu. De quoi? Budget revenu income, ouais, je crois. Oui, non c'est ça, budget revenu income. Et donc, Simon, juste là-dessus, pour que les gens puissent le comprendre, c'est que la Ligue, la façon dont le cap est fait, la Ligue récupère des sommes, enfin, je vais te laisser expliquer, mais la Ligue récupère des sommes et fait son cap ainsi, et c'est ce qui dicte tout. Oui, tu as une répartition. Bon, je pense que les gens connaissent un tout petit peu de ça, mais tu as une répartition. En effet, c'est beaucoup basé sur les droits télé. C'est au départ par la répartition des droits télé. C'est réparti en fonction c'est réparti par équipe, tout simplement. Et surtout, moi, je trouve encore plus que ça, Bastien, c'est une ligue qui a l'habitude, effectivement, de se répartir de l'argent de manière continue, puisqu'elle fonctionne à plein. Alors, je m'explique parce que j'entends par ça, c'est-à-dire que, en gros, et on va y revenir, la NBA est pensée, il y a, pour les Américains, on va dire, c'est un peu pensé à l'envers de chez nous, c'est l'Américain moyen, le fan de sport, est disponible dans l'année, et tu as des séquences. Donc tu as une séquence foot américain, une séquence NBA et tout bien marquée dans l'année. La NBA a ce site fascinant qu'elle fonctionne le début de saison ramène un tout petit jeu, toujours un peu moins d'argent, mais ensuite vraiment globalement de janvier à tous tes playoffs et tout, ça fonctionne à plein. C'est vraiment un moment où, surtout après qu'une fois qu'est passé le Super Bowl et tout, c'est focus aux États-Unis sur la NBA. Et ça veut dire l'attention des gens, le portefeuille, etc., la monnaie et tout. La NBA a l'habitude comme ça de remplir ses caisses tous les ans, de manière continue, et de répartir l'argent quasiment immédiatement. Ça qui est aussi important, c'est voilà, il y a la répartition, mais surtout, je trouve, il faut insister là-dessus, il y a le côté immédiateté de. C'est comme si tu veux, si tu as une entreprise et tu as plusieurs, t'as plusieurs tuyaux ouverts, et même si un tuyau déconne un peu, de manière générale, donc je sais pas, l'année là, tu as un peu moins de belles équipes, ou tu pas la finale que la plus rêvée et tout, tu as tellement d'autres tuyaux que tu as toujours du fric à répartir entre tes équipes et tout. Et là, c'est une révolution pour l'NBA parce que d'un coup, c'est pas 1, 2, 3, c'est tous les tuyaux se sont arrêtés. C'est ça qui est fou. C'est pas seulement que tu as moins d'argent à répartir et tout, c'est qu'en plus, tu n'as plus l'habitude d'avoir du cash flow, de fonctionner en continu parce que tu pouvais jouer. La NBA est quand même une ligue qui bourrine sur le calendrier et ça joue autant de matchs que possible. Ça fait des playoffs, les playoffs les plus denses possibles humainement en termes de charge pour les joueurs et tout. On l'a bien vu, ça fonctionne à plein. J'adore la NBA, mais il faut reconnaître ça. C'est pas. Là, je fais le geste, on dirait le gavage du noix au foie gras, c'est pas tout à fait ça non plus, tu vois, mais ça fonctionne à plein, la NBA. Il faut vraiment imaginer ça. Donc, chaque jour qui passe, pour la NBA, encore plus que pour d'autres secteurs économiques, c'est des montagnes d'argent perdu. Tout à fait. Et Pour info les gars, parce que c'est Basketball Related Income au niveau de la NBA, ce que veut dire BRI, parce qu'en fait j'étais dans BRI, il y a beaucoup de significations possibles d'un point de vue financier. Au niveau de la NBA, c'est le Basketball Related Income. C'est ce dont tu parlais, Simon, qui est réparti entre les joueurs et la ligue. Tout à fait. Le chiffre d'affaires, quoi. C'est-à-dire qu'en gros, pour que certains puissent avoir notamment le schéma le plus déstructuré possible, on a la NBA qui accumule, imaginons, habituellement $1 milliard. Ce $1 milliard, on peut le répartir avec tant de personnes qui ont acheté des billets, tant de personnes qui ont acheté des maillots, un petit peu de partenariat avec Nike, un petit peu de partenariat aussi avec les chaînes de télévision à la fois nationales et locales. Parce que ça, on va y venir aussi. Il y a des chaînes de télé qui sont directement liées avec les franchises. Si, comme on suit le schéma de Simon, on coupe les tuyaux, ça veut dire que les gens ne peuvent plus aller dans les salles. Donc cette part de revenus à laquelle la NBA est habituée, ils ne la touchent plus. Après, comment est-ce que tu veux acheter des maillots si rien que déjà pour avoir accès aux salles ou aux endroits où tu peux en acheter, c'est compliqué. S'il n'y a pas de match, il n'y a pas de caméra, il n'y a pas de diffusion, et donc difficile de regarder de la NBA à la télévision. Et puis, il n'y a pas d'actualité. Tu peux pas dire aux gens qui vont plus dans les salles, c'est pas grave, allez regarder les playoffs, on a acheté la télé. Il n'y a pas de playoffs, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de diffusion. Donc par rapport à un gros pot... Et tu peux même pas dire à tes partenaires... Et par rapport à l'habitude, à tes partenaires, quand par exemple les joueurs râlent, tu peux leur dire attendez 2 secondes, les droits télé vont tomber. C'est ça. Quand la télé râle, tu peux leur dire attendez 2 secondes, on va recevoir la thune du marketing et de la vente de maillots. Donc en gros, tu peux jouer la montre comme le ferait un bon comptable ou un bon DAF en allant, en choisissant le sens du timing où tu payes aussi tes factures, quand est-ce que tu règles, etc. Et tu mets tout le monde d'accord parce que l'argent circule. Et là, tu dois dire à tout le monde, bah en fait, j'ai plus d'argent d'avance, il n'y a pas de match, donc en fait, j'ai pas de maillot. Ah attendez, faut que je vous paye. Bah en fait, je peux pas, j'ai plus de salle. C'est un bordel sans nom, ce système, en fait, quand il s'arrête net. Non, bien sûr. C'est toute la difficulté qu'il y aura autour de
du financier. Là, Alex, on faisait quelques projections. Tu parlais notamment des 40% de revenus qui viennent directement ou indirectement des fans. Ça fait une première perte sèche, Tout déjà, à fait. évidente, qui sera pas remboursée, c'est pas le bon mot, mais qui ne sera pas comblée. Qui ne sera pas comblé, tout à fait. On parle Même souvent, si tu reprends, je veux dire. Tout à fait. On parle souvent des joueurs, et Dieu sait si on va y venir, avec différents cas. Ceux qui avaient prévu d'être agents libres cet été, ceux qui avaient prévu d'être agents libres l'année suivante. Eux, on va en parler très très sérieusement parce que pour ceux qui ne le savent pas, notamment le cap, c'est-à-dire l'argent qui peut être dépensé par chaque franchise, il est déterminé en fonction des revenus à l'année. Donc du coup, s'il n'y a pas de fans dans les salles entre maintenant et mars ou avril 2021, bah du coup, quel sous tu as sur le marché ? Un joueur qui s'attendait à un sacré gros contrat à la Free Agency 2021 peut en fait se retrouver dans la merde parce que finalement les franchises ont très peu à dépenser en fait. Pas très peu, mais moins que prévu. Non, mais je veux dire nettement moins que prévu. Ouais, et ça va mettre des franchises dans la merde. Il y a plein d'exemples possibles. Juste pour que les gens ils aient ça en tête. 2019-20, 109 millions le salary cap, avec le plancher de la luxury tax, parce que c'est important aussi, à 132 millions. Ce qui était prévu, qui avait déjà été un poil revu à la baisse, si je dis pas de bêtises, après les incidents Hong Kong, Chine et compagnie. Mais ce qui était prévu, c'était 115 millions de salary cap et un seuil de luxury tax à 140, 141 millions. Ça, franchement, c'est ce qui était prévu avant la crise actuelle. Franchement, on commence déjà à capter, ça va pas être tenu. Ensuite, pour bien mettre tous les problèmes potentiels autour des salaires des joueurs dans le même paquet, t'as des joueurs qui sont payés à l'année, t'as des joueurs qui sont payés au semestre, t'as des joueurs qui sont payés au trimestre, t'as des joueurs qui avaient... Et les joueurs sont payés au nombre de matchs. En tout cas, la plupart des contrats sont fonction du nombre de matchs. T'as des joueurs qui avaient donc déjà touché de l'argent sur des matchs qui n'ont pour l'instant pas eu lieu, qui auront peut-être lieu ou qui n'auront peut-être pas lieu. Donc il y a déjà un cas qui est assez intéressant à voir, c'est que non seulement le cap va baisser, que les salaires des joueurs qui vont devoir re-signer, là, qui sont agents libres ou qui ont des prolongations, des extensions, tout à fait. qui kick, mais qui sont des pourcentages du salary cap. Hashtag Ben Simmons, par exemple. Hashtag Pascal Siakam. Voilà, et ben ça va baisser en fait mécaniquement. Et il y a aussi carrément des joueurs, il y en a pour qui c'est pas grave, et il y en a pour d'autres c'est plus emmerdant, qui vont devoir de la thune à leur franchise parce qu'ils ont déjà touché de l'argent sur des matchs qu'ils vont peut-être jamais jouer. Donc ils vont démarrer 2021 avec, en gros, entre guillemets, ils auront touché des salaires sur des trucs qui n'auront pas... Enfin, contractuellement, je sais pas comment ça va être géré, ça. Simon t'allais dire. Surtout que ça, à ma connaissance, ce serait un cas sans précédent dans l'histoire de la NBA, qu'un joueur doive sur une période comme ça, que plusieurs joueurs en même temps... Là, je pensais à un joueur, mais je cherche en même temps que le contrat de Damian Lillard, là, maintenant. J'adore Damian Lillard, hein, mais c'est pour prendre un exemple. Je regarde, là. Si le salary cap doit être vraiment indexé sur le manque à gagner sur 18 mois, par exemple, d'une fin de saison tronquée comme celle qu'on risque de connaître, puis d'une deuxième saison sans public. Si le salary cap baisse 2 fois de suite et devient le pourcentage que représente le contrat de Damian Lillard dans ton salary cap, ça devient n'importe quoi. Bien sûr. Honnêtement. Mais ça devient ahurissant. J'ai pas les termes. Mais je pense qu'il y aura des... Oui, Damian Lillard, en 2020-2021, il doit être payé 31 millions de dollars. Encore, hein. Il y a pire. Mais je pense que après là où aussi on est dans un cas particulier, c'est qu'il y a des crises financières pour des raisons financières, il y a des crises financières pour parfois des raisons sanitaires. Et ce que j'ai par là, c'est que j'ai assez, après peut-être que c'est naïf, mais j'ai assez bonne confiance, en tout cas de la part de certains joueurs qui méritent certaines sommes, évidemment, qui ont signé des contrats, mais qu'il puisse y avoir, ça a été mentionné déjà, de potentielles réévaluations. C'est-à-dire qu'en fait, tu es prévu d'avoir tant parmi ce qui avait été prévu dans le cap projeté de ton équipe, et donc au lieu de ça, vu que le cap baisse, tu prends un peu moins. Donc peut-être qu'un mec qui gagne là 34 millions cette saison, par rapport à un cap la saison prochaine, qui n'est pas de 115, comme le disait Alex, ce qui était censé être projeté, mais qui en fait est de 84, ou de 82 millions, et ben peut-être que du coup, pour une année, tu touches moins d'argent, mais tu te retapes un gros spike dans 1 an et demi, quand la NBA peut potentiellement revenir avec les fans et les contrats. Flow, ouais.
Bah, c'est vrai que l'intelligence serait de ne pas voir les volumes fixes, mais de voir ce qu'on représente en part. C'est-à-dire que Damien Lillard se dise pas, je dois toucher tant. En fait, je représente, je dis n'importe quoi, mais 21% du salary cap de mon équipe. Donc, vous me dites combien c'est le salary cap, vous me donnez 21%, et puis c'est voilà, pas on est si d'accord, simple, les quoi. gars. Non, mais là-dessus, non mais Ah bah, sur merci, le Alex. non, mais pardon, juste sur le partie financière. Tous les contrats ne sont pas forcément déterminés par un pourcentage du salary cap. Tu Bien as sûr. aussi des contrats pour D'accord. lesquels les salaires ont été agréés. Tous les contrats, Bien en sûr. gros, qui sont pas des max designated, puisque les max designated, on dit ouais, le mec, il a le droit à 30, c'est 30%, c'est ça? Je sais même pas, vous voyez. 35. Je crois que c'est Ouais, 30 ou un ouais, truc comme ça. Ceux-là vont être fonction. Je pense à la prolongation, par exemple, de Ben Simmons, notamment. Parce que j'ai lu un article assez bien foutu dans le Philly Voice qui parlait donc des Sixers et qui se demandait est-ce que les Sixers sont pas un peu niqués avec cette baisse potentielle de cap. C'est-à-dire qu'il y a des salaires qui sont le fruit d'un accord sur le montant. Donc le montant, il est entre guillemets contractuel et il est dû quel que soit le cap. Apparemment, d'après ce que j'ai lu et si je comprends bien, Horford et Harris, ce sont pas des pourcentages. Non, tout à fait. Ce sont des salaires dus. Tout à fait. Ce que je voulais juste te dire là par rapport à ça, Alex, c'est que Bonjour. dans les faits, totalement, ce sont des salaires avec des montants fixés. Mais personnellement, c'est pour ça que je parlais de naïveté, je m'imagine que certains joueurs, en acte de bonne confiance et en connaissance de la situation, seront capables de revoir. On parlait de bordel contractuel et tout financier. à fait. Moi, T'as je ne peut-être serais pas raison, étonné je que suis certains d'accord. joueurs Bien disent sûr, ok, bien ça sûr. avait été acté, mais je vois la situation de ma franchise, je vois ce qui est faisable et donc renégocions ensemble pour faire en sorte qu'il y ait Tout à fait. des bonus, c'est-à-dire là sur cette année en particulier, par rapport aux dépenses qui sont possibles dans la franchise, je prends tant, même si ça avait été acté sur le papier que je devais prendre tant. Et par contre, quand on se retape un spike, et ben là peut-être que je prendrai un pourcentage plus gros. Complètement Ouais, d'accord, puis, Bastien. J'espère mais bien il- que tu as raison, même pour être très franc, parce que sinon c'est la Ah merde. bah, hein. c'est ce que j'allais dire. Parce que je veux là, dire, moi je suis en train de lire, vous voulez c'est des ça. détails là? Là, je l'ai retrouvé l'article. Donc là, bon attention, hein, c'est Philly Voice, donc là les mecs ils ont écrit, genre ils ont de la sueur sur les doigts, ils ont peur quoi, tu vois là, quand ils ont écrit l'article. Ouais. Les mecs prennent le cas le pire, là. Le mec qui écrit prend le cas le pire dans lequel le cap pourrait baisser de plus de 20 millions. C'est-à-dire qu'au lieu d'être 115, il serait 95 voire 90. Alors c'est chaud. Et là, il nous explique, il nous dit, bah dans ce cas-là, le salaire de Tobias Harris, qui aurait dû être 23-24%, c'est 38% de ton cap en fait. Ah, bien sûr. Ça, c'est d'une Ouais, c'est violence sûr, ça. inouïe pour une franchise en fait. Mais je Et pense ils pas seront que ça les restera seuls, ainsi. il y en a d'autres. Bah, oui, Mais, tu veux dire que Tobias Harris, en discussion avec ses dirigeants, dira bah oui, ok, c'est logique, je vais pas prendre tous les montants que vous m'avez promis sur contrat, on va se mettre d'accord sur un truc inférieur, par exemple. Je suis plutôt de cet optimisme-là, ouais, j'avoue. Ok, bah écoute. Mais Alors, je crois, mais moi, je touche du je- bois. Hein. Vas-y, Simon. Bah, non, mais je vais aller plus loin dans ce que tu disais, moi, Alex. J'espère bien que les joueurs vont quand même Ah faire oui, preuve quand d'un même. minimum de civisme et de se rendre compte de la situation et dire Et on gagne parle quand en même car millions, on a là. tous un En système plus, autour de nous et tous il y a ces des gens gens qui plus à bossent, plaindre, voilà. Voilà, non, mais j'espère que même les joueurs vont se dire, là, on se rend compte quand même. Je pense que ça va remettre un peu de plomb dans la tête des joueurs de se dire, en fait, ok, c'est nous la valeur principale de tout ça parce qu'on est au centre du jeu, c'est nous les acteurs, c'est nous les joueurs. Mais sans tout le monde qui bosse et qui est menacé là en ce moment par le Covid, en fait, cette ligue, elle existe aussi par son organisation et d'autres personnes qui font tourner la boutique autour d'eux. Et j'espère que les joueurs vont comprendre qu'en fait, si Tobias Harris, j'ai rien contre lui, mais il vaut X 1000 millions, c'est parce que Tobias Harris joue au basket dans un cadre bien précis qui Tout est la à fait NBA. d'accord. Et tout Tobias Harris il est, ça repose pas que sur ses seules épaules. Donc si les mecs comprennent pas ça, là honnêtement, je pense même que ça va me... Enfin, franchement, ça risque de me saouler de la part Ouais. des Bah, trois joueurs. complètement Mais d'accord. Ils vont recevoir un mail de la Peut-être part là. de Adam Silver qui va être extrêmement clair en police 48 souligné en gras. Hein. Ouais. Oui. Et il y a d'autres joueurs qui vont bien comprendre, les Pas gars. de- Il y a des mecs qui vont bien comprendre le problème. C'est ceux qui vont devoir signer des contrats d'agents libres là en 2020 ou en 2021. Parce que même si tu es un joueur max, on te dit bah désolé gros, en fait, bah le cap c'est 90 millions, donc Alors- bah t'as droit à temps. Bah, ça dépend. Selon les règles du CBA. Ça dépend. Ça Ah bon dépend. C'est-à-dire que Ok. bah, là où je pense que ça dépend, c'est qu'en effet, c'est censé être en apparence la merde, mais je pense que du coup, il y a tellement de joueurs en fait qui vont dire attends, voyons voir mes options. Première option, contrat d'un an. Deuxième option, contrat d'un an. Troisième option, contrat d'un an. Attendre que la normalité revienne en NBA avec le BRI, comme on a dit, Basketball Contrat court va Related être à la Incomes. mode. Hein. À mon avis, un Giannis qui avait peut-être prévu de se mettre en sécurité, mais pas forcément, il va peut-être se dire. En fait, il va y Anthony avoir- Davis.
Ah mais tout à fait, Anthony Davis, il va y avoir des joueurs qui vont se retrouver devant des situations particulières, c'est-à-dire soit je me mets quelque part à l'abri parce qu'on ne sait pas de quoi demain est fait, ACL, grosse blessure, fin de carrière, etc. Ça peut arriver, on l'a déjà vu, on l'a déjà vécu. Et donc à ce moment-là, je prends mes sous. Mais il y en a peut-être d'autres aussi qui vont se dire, attends, je bank sur moi encore un an. Clairement. Et c'est le thème sur lequel j'allais te lancer, Simon, c'est qu'on a parlé pendant combien de temps des ramifications de l'été 2016, avec des contrats pour les Parsons, les Batum, etc., etc. Là, on est encore en train de parler, et c'est normal, de 2020 et 2021, que les gens se mouillent la nuque pour l'augmentation qu'il va y avoir d'un été au suivant. C'est-à-dire que la saison où une sorte de normalité pourra revenir, et ben tu vas peut-être avoir des mecs qui vont être payés 40 millions l'année parce qu'en fait, la base qui était prévue 3 ans auparavant revient à la normale. Là, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il va y avoir un petit jeu, je te donne la parole Simon, excuse-moi, qu'il va y avoir un petit jeu de timing. Les agents des joueurs vont essayer de viser le bon été pour que le mec soit agent libre en gros. Je ne suis pas, et moi je termine là-dessus, après je te donne la parole Simon pareil, je ne suis pas étonné si entre cet été et le suivant, il y ait un nombre absolument record de contrats minimum d'un an. Ouais, c'est possible. Vas-y Simon. Ouais, c'est possible. Moi je me demande même, je vais peut-être même aller plus loin, si ça dure un peu longtemps, je sais pas dans quelle mesure la NBA... Parce qu'il faut savoir, pour éviter une grève, pour éviter aussi un problème financier, parce que autant j'ai confiance, je pense que les joueurs vont bien réagir et vont comprendre la situation, mais autant certains, pour des raisons, et c'est toujours comme ça, pour des raisons très personnelles ou parce que tu es en fin de carrière et tout, vont s'accrocher comme des merdes, alors au centime près, au montant qu'on leur doit, parce que c'est leur dernier contrat, tout ça et tout. Donc je pense que la NBA va comprendre ça, va laisser un an et demi aux joueurs et aux agents en disant on va finir sur ce modèle, avec voilà qui doit quoi, le salary cap, votre pourcentage et tout. Mais ensuite, je pense vraiment que la NBA va dire, de toute façon, avec ce qui s'est passé et qui pourrait dans le futur avoir pour des raisons ou un autre, on pourrait comme ça devoir différemment et stopper la saison. Le fonctionnement financier va, à mon avis, c'est fini les contrats avec des options de 7 ans, des trucs et tout sur des très longues durées. Et je pense qu'on va revenir. Ouais, et je pense qu'au bout d'un an et demi de s'adapter, il va falloir un an et demi là, à peu près pour couler l'actuel modèle financier là-dedans dans ce qui se passe. Et que la NBA va encourager les gens à dire, bah en fait, après c'est à vous de voir, mais c'est ou la durée, mais du coup c'est moins de thunes, ou la flexibilité selon ce qui se passe et tout, mais vous pourrez plus avoir les deux. Ça va être compliqué pour la NBA de tenir son modèle économique comme ça sans y repenser. Après les joueurs, qui est très tard je pense pour pas mal de joueurs et qui moi m'inquiète un petit peu, pas forcément sur l'aspect financier et tout, mais sur même les joueurs vont commencer à comprendre un truc, c'est que l'argent, maintenant, en NBA, je pense, va devenir d'autant plus, j'en ai peur, un peu le nerf de la guerre, parce que s'il y en a moins, on peut aussi imaginer que, du coup, les prochaines négociations, c'est ce qui a toujours amené des lockouts et des choses comme ça, c'est quand chacun tire la couverture à soi pour se partager la part du gâteau entre proprios et joueurs. C'était déjà le bordel avec des sommes, moi, que je trouve, enfin, je comprends des fois. Vous voyez, c'était la phrase de Gilbert Arenas, quand il avait dit « Tu signes pas 190 millions, tu dis 130 », il avait dit « Qu'est-ce que je peux pas me signer avec 130 millions de dollars ?» Me faites pas chier, quoi. Il y a encore... Bah oui, s'il y a encore moins d'argent, j'ai un peu peur que les négociations soient encore plus dures à l'avenir entre les différents camps. Peut-être pas avec un nuage sanitaire pandémique comme celui qu'on a vécu là aussi. C'est-à-dire que les joueurs, par contre, qui vont vouloir jouer au con, les joueurs qui vont vouloir médiatiquement, volontairement ou non, mais jouer au con avec certaines négociations, quand la perception commune collective publique sera justement d'être plutôt dans l'effort. Et évidemment, on est conscient de ça au niveau mondial. Je pense que certains pourraient se faire défoncer publiquement, quoi. Ça, c'est possible. Et il y a aussi un autre paramètre, parce que là, on est beaucoup focus sur les joueurs. Ah, c'est le staff. Mais il y a le staff, j'y viens après. Les franchises, les proprios, là, nos petits milliardaires proprios de franchise. Ils ont de quoi voir venir, ils ont un peu d'argent de côté, voilà, ok. Mais il y a un paramètre que la NBA va devoir absolument gérer, c'est si tu baisses le cap, logiquement, tu es censé baisser le seuil de luxury tax avec. Et avec les contrats existants, ça veut dire que tu vas mettre des franchises graves dans la merde avec des sommes hallucinantes de luxury tax à payer. Non, ils pourront pas. Ouais. C'est ce qui. Voilà. Qu'est-ce qu'ils vont faire alors ? Ils vont baisser le cap et laisser la luxury tax. Non, ils vont tout rabaisser en conséquence, je pense. Enfin, vas-y, Simon. Non, mais c'est ce que je te disais. Je pense qu'ils vont se donner un an et demi pour fondre le modèle actuel et repartir sur un nouveau modèle avec effectivement des mécaniques. Aux Sixers ou aux Warriors qui payent de la luxury tax potentiellement. Tu leur dis, les gars, en fait, c'est plus 10 millions de la luxury tax, c'est 45 millions. Je sais pas, j'ai pas les chiffres. Mais vous voyez ce que je veux dire. Tu t'arranges en créant le maximum de flexibilité pour finir sur le modèle économique actuel
et t'en recrées un qui mette à peu près d'accord Ça, tout je le suis monde d'accord. pour Je pour parlais de changer la les règles, transition. parce que ce modèle, là, c'est ce qu'on voit. On peut parler, comment dire, c'est un mouvement de balancier. En gros, pour ces histoires de thunes, les joueurs avaient repris le pouvoir depuis des années, là. Vraiment. Ils avaient réussi à reprendre le pouvoir, avaient gagné les négociations après différentes grèves et tout, avaient repris le pouvoir dans les proportions par rapport aux proprios et tout. Là, ce qui se passe, et les joueurs s'en rendent bien compte, c'est que sans eux, c'est la merde, mais sans les franchises, sans le staff et tout, tu joues pas en NBA, en fait, et tu ne gagnes pas autant d'argent. Les joueurs s'en rendent bien compte. Donc, je laisse espérer, et là, je suis peut-être Bastien, je pense que tu as raison. Je suis assez optimiste là-dessus. Je pense que les joueurs n'ont pas intérêt à déconner, c'est pas le moment, et qu'on va bien leur faire comprendre que finalement, ça remet un peu, ça recadre un peu l'importance de toute l'organisation et du business autour d'eux, et ça redonne un peu de pouvoir aux proprios. Mais justement, j'ai peur de l'autre côté qu'après, les proprios en veuillent trop de ce côté-là, en disant aux joueurs, si vous êtes capable d'accepter qu'en cas de pandémie, on ait moins de thunes et un machin et tout, est-ce que, même s'il n'y a plus de pandémie et tout, vous pouvez accepter maintenant moins de thunes et qu'on augmente les salaires des autres joueurs, des autres membres de l'équipe, des membres des ça Ouais, tu vois qu'il y a un côté, on vous prend ça, on vous prend ça. Non, c'est tout. J'ai un peu peur que ça redevienne par mouvement de balancier des négociations inverses, que les proprios disent vous avez pu faire un effort avec le Covid, on va faire un effort aussi là-dessus, on va faire un effort là-dessus, etc. Parce que c'est une guerre perpétuelle. Normalement, c'est censé être la guerre, tout à fait, entre les joueurs et les proprios. Pour revenir juste sur le point taxe, Alex, que tu mentionnais, qui était hyper intéressant par rapport à putain, comment on fait, les équipes, on a tout baissé, maintenant t'es dans la taxe. T'imagines, t'as 135 millions là, de masse salariale. Il y en a plein des équipes en NBA. Et en fait, là, le tout d'un seuil coup, est à on te dit, 92. bon, alors la luxury tax, c'est à partir de 100 millions, les gars. Voilà. Là, tout d'un coup, alors, là, tu sais que t'es dans la merde. Hein. Évidemment. Maintenant, plusieurs choses à ça. La première qui a été évoquée, c'est que par rapport à l'énorme punition qu'on connaît depuis le début de la décennie 2010, où on a fait passer la taxe en quasi quintuple, peut-être que tu peux revenir à un modèle un peu préhistorique où en fait, du coup, ce n'est plus $1 au-dessus du seuil que tu payes 5 fois ou 10 fois. En fait, cette fois, c'est $1 que tu comptes une fois. La NBA sera capable d'être clémente aussi là-dessus. Là, tu modifies le CBA, là, carrément, là. Ah, mais il va y avoir modification du CBA, je préfère être clair. Tout de suite, je veux dire. Bien sûr. Là, à mon avis, il y a un bureau de la NBA qui est spécialisé dans relisons le CBA, les gars, parce qu'on va devoir modifier les départements 15, 37, 28 et 52. Donc, je pense que sur la taxe, déjà, il devrait y avoir des négociations. Aussi, la façon dont l'argent est dilué. On l'a vu dans les outils qui ont été distribués aux franchises depuis quelques années. On a fait, voici un salary dump trade. On va envoyer Melo à Atlanta qui va ensuite être cuté et cette équipe-là va absorber l'argent. Je ne serais pas étonné personnellement, et ça a déjà été mentionné, qu'il puisse y avoir des amnesties qui sont de retour à la surface, où cette fois des équipes n'ont pas qu'une amnestie le temps du CBA, mais peut-être qu'elles en ont à nouveau 2-3. Et donc du coup cet argent-là, on le dilue. Et aussi, on a eu des cas comme avec Chris Bosh notamment, où en fait, le salaire qui avait été signé et qui devait être, enfin le contrat qui avait été signé et le salaire qui devait être versé est lui dilué entre la franchise et le joueur sur le long terme. C'est-à-dire qu'au lieu de devoir lui donner l'argent sur 2-3 ans, gars, par rapport au contexte actuel, on va devoir le diluer sur 5-6. Il faut que tu comprennes ça et qu'on négocie là-dessus. Je ne serais pas étonné que ce soit un modèle à explorer. Je comprends, mais donc vous êtes d'accord avec moi que le cap va baisser et le seuil de luxury tax aussi. Normalement, oui. Et donc vous êtes d'accord avec moi que là, en 2020, puis pour la 2020-21, on a des équipes dont les cap space sont faits déjà. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si le cap de... Ils ont assez d'argent engagé. La luxury tax, là, cette saison, par exemple, sur la saison 2019-20 qui n'est pas finie, et donc, tu vois, genre, si je prends la situation actuelle et je la duplique sur 2020-21 avec un cap qui a beaucoup baissé et une luxury tax, mettons, à partir de, 115 au lieu de, tu vois, qui a baissé aussi, là, sur la saison 2019-2020, il n'y a que 4 équipes qui ne paieraient pas de luxury tax. Tout à fait, mais je pense que tu prends ces dépenses. Moi personnellement, après je suis pas mathématicien et je bosse pas en NBA. Simon, je te tends la parole juste après, mais je pense pas que la NBA ne penserait pas un modèle où il se dirait bon, il y a une baisse du cap de tant de %, il y a une baisse de la luxury tax de tant de %, donc les dépenses totales qui sont prévues, on va les considérer avec une baisse de tant de %. Donc du coup, tu vois, tu régules, je pense. Enfin, j'arrive pas à capter ta solution, mais ok, je pense qu'il y a des choses à faire. Vas-y Simon. Il doit y avoir, on n'a pas les contrats sous les yeux et tout, il doit y avoir plein de petites marges de manœuvre, de flexibilité, de choses comme ça, où déjà tu peux recréer de l'espace pour les franchises. Tu peux tout à fait, à mon avis, assez vite créer une clause qui te propose, par exemple, à une équipe de dire « Ok, vu l'argent engagé là, la saison prochaine, vous devez payer de la luxury tax. Ce qu'on vous propose, c'est d'engager une partie de cet argent en moins sur des saisons plus tard, comme un avoir ou une retenue. » Tout à fait.
Toi, tu peux imaginer ça. Et du coup, en 2023, vous aurez 5 millions de moins de Luxury Tax à ce moment-là. Et on police comme ça sur 4-5 années. Est-ce qu'on peut pas imaginer aussi que tu baisses le cap et tu laisses le seuil de Luxury Tax Tout à fait. Pendant un an. Pendant un an. Pendant ou deux. Pendant la transition, je veux dire. Voilà. Et tu lisses ensuite les paiements sur les saisons suivantes. Parce que normalement, tu vas regagner du pognon et a priori plus que cette année. Et on peut même imaginer, mais là, moi, je fais un peu mon hippie, mais qu'une partie de cette luxury tax, parce qu'en plus, tu communiques et tu dis que 5% de tout ça comme tu vas le lisser après, et que même si tu fais l'effort comme ça l'est, va aux assos et à la lutte contre la recherche pour un vaccin. Bien sûr. Ben voilà. Et tu fais un engagement et tu dis, et on se lisse, on s'en remet plein les poches les 5 prochaines années, les gars, et on s'arrangera, on lissera les choses et tout. Tu peux imaginer aussi, peut-être tout simplement que c'est on en parlait dans des free flow précédemment au Covid et tout. Il y a les logiques d'expansion aussi et tout. Tu peux aussi te dire à des joueurs, vous inquiétez pas, dans 5 ans, il y aura de nouveau des équipes. On va revoir à ce moment-là. Il y aura plus de joueurs, donc plus de salaires, de possibilités de transfert. Vous allez pouvoir refourguer des espèces de salaires lourdingues. On va se débrouiller, mais comme par hasard, il y aura une équipe à Las Vegas. Vous pouvez être sûr que votre contrat boulé, vous allez le filer à Las Vegas à ce moment-là et on le payera comme ça. Enfin, tu vois, tu peux créer des marges de manœuvre d'ici 4-5 ans. A priori, la plupart des proprios seront encore les proprios dans 4-5 ans et ils peuvent accepter ça. Ça, j'y crois vraiment. Là où, évidemment, nous, on se permet, comme tu disais, Alex, de manière assez naïve, de faire certains scénarios. Si nous, on est capable de se faire, évidemment, on n'a pas tous les éléments, mais on fait certains scénarios ici, à 3 en mode webcam où on discute, évidemment que la NBA y pense. Ah bah ça, en sachant que ils ont des équipes entières qui bossent là-dessus. Tout à fait, mais donc, oui, vas-y, Simon. Non, je vous coupe, mais hier, on se demandait quel docu on voudrait en mode Lost Dance et tout. Bah, moi, j'ai trouvé. Hein. Il peut pas y avoir des caméras dans les réunions de la NBA, la reprise et tout. Il y a un docu incroyable. Tu dévoiles la recette du Camoulox. Et les premiers matchs avec le Covid et tout. Oh, ça, je pense qu'il y aura. De toute façon, on a déjà Danny Boone qui va s'occuper de ça en France, donc on va essayer de voir comment ça se passe pour la NBA. Mais c'est sûr que par rapport aux scénarios qui sont déjà vus, ça ne m'étonnerait pas si nous on y pense déjà que des propriétaires qui sont un peu en transpiration ou en tremblant en se disant oulala comment ça va se passer, à partir du moment où tu leur dis les gars, dans 2 ans, je sais que c'est compliqué, mais dans 2 ans vous savez très bien que à partir du moment où il y aura la possibilité de réavoir des fans dans les salles, on va retrouver une sorte de normalité au niveau des dépenses. Normalement, hein, après on ne sait pas de quoi le virus est fait et comment est-ce qu'il va revenir et se propager. Mais normalement tu as cette sorte d'assurance là. Je pense que la NBA, et ça c'est un des grands, allez j'ai envie de dire alléluia, pour le moment de l'ère Silver, c'est que si on était dans cette situation avec RIP David Stern, mais en termes de façon d'interagir et les relations entre joueurs, proprio et la NBA, c'est ce qui, je sais pas vous, hein, mais c'est ce qui personnellement me rend assez confiant quand même. C'est un garçon très ouvert, David Stern, c'est un monsieur très ouvert, Bastien. Je laisserai un silence par respect pour David après cette phrase. Je suis d'accord avec toi, Bastien. La nuance que j'apporterai, c'est si la NBA continue à croire, par contre, que dans l'avenir, elle pourra jouer sans interruption, sans que son environnement n'influe quand même peut-être un tout petit peu son calendrier. Je pense qu'elle se fout le doigt dans l'œil et je pense qu'elle ferait bien de tirer les leçons, de se dire il va aussi falloir faire des économies. Il va falloir faire des économies. Donc ça veut dire que les gars, quand il y a une saison de 82 matchs dans le futur, on dépense pas toute la thune des 82 matchs parce qu'on se dit que celle d'après sera peut-être pas 82 matchs et on met des sous de côté. Bien sûr. Et je pense vraiment qu'il va y avoir réfléchir au modèle aussi. Tous les acteurs de la NBA et surtout aux joueurs. Il va falloir commencer à dire aux joueurs, les gars, c'est 3 voitures de sport et puis 4 quand vous avez votre premier contrat, parce qu'on va peut-être pas pouvoir tout le temps vous rincer. Et le modèle du championnat aussi, trop de déplacements, bien sûr. Beaucoup trop de choses, quoi. Tu vois. Ça va être pris en considération. D'ailleurs, juste pour boucler sur l'aspect financier, parce qu'on pourrait y passer des heures, il y a tellement de choses, on vous conseille de vous renseigner là-dessus. Il y a plein d'articles, Alex venait d'en parler de certains. Les droits télé, peut-être. Évidemment, tout à fait. Les droits télé, on pourra aussi en parler. Juste un des éléments, on parlait beaucoup de joueurs, on parle pas beaucoup des entraîneurs et du staff. Simon, tu les as mentionnés aussi. Le staff qui est autour de la franchise, c'est-à-dire que ces personnes-là qui doivent s'occuper d'une franchise, c'est comme un paquebot, hein. Il faut qu'il y ait plein de gens pour faire fonctionner ça dans les salles, dans les franchises, tous les gens à la com, à la RH, etc. Toutes ces personnes-là, comment est-ce qu'elles vont être payées? On sait souvent que ce sont ces personnes qui passent les premiers à la trappe. Quand il y a des grosses complications financières, c'est souvent les plus démunis, hein, malheureusement, qui sont un peu laissés de côté. Donc attention aussi au shitstorm potentiel pour certaines franchises. On l'avait vu avec Tillman Fertitta dans la gestion des Rockets, savoir comment est-ce que tu gères notamment les pensions de certains et les salaires de certains dans ta franchise. Alex, t'allais rebondir sur quoi ? J'ai
Un premier angle, mais qui est assez rapide à traiter, c'est le souci des droits télé, que chacun peut comprendre de manière très facile, c'est-à-dire que les droits télé sont évidemment en fonction du nombre de matchs, et que là, la NBA a un vrai souci avec ses diffuseurs, comme Simon y a fait allusion tout à l'heure, ou non, c'était toi, Bastien, je sais plus. Bref, c'est pas un hasard si ça va à Orlando chez Disney, parce que ESPN et ABC sont des filiales de la Walt Disney Company, quand même, mine de rien. Ah, bien sûr, bien sûr. Donc eux, ils ont quand même un grand intérêt à ce que les matchs se jouent coûte que coûte. Et peut-être pas toujours pour les meilleures raisons, mais bon, c'est quelque chose qu'on ne peut pas nous ignorer. Et deuxième point, qui vient du financier, mais où je voulais bien vos réactions là-dessus. Moi, en fouillant un peu, j'ai vu une hypothèse qui a été avancée, qui est d'un retour progressif des fans, d'abord une partie, et puis progressivement de plus en plus de fans en fonction... Oui. Est-ce que c'est quelque chose auquel vous... Dans les enceintes, je parle des fans dans les salles. Est-ce que c'est quelque chose... On y croit vraiment à ça ou... Non, mais c'est envisagé, même dans le foot aussi, on parle de faire revenir par paquet de supporters en laissant des tribunes entre eux, des quarts et tout, qui viendraient du même endroit. On l'a vu par exemple en Bundesliga aussi, qui a repris, même les staffs et tout viennent dans des bus différents, donc t'as peut-être logique de vraiment... Ils ont des masques au bord du terrain et tout, on a vu. Voilà. Alors, je vais être honnête, je pense que ta question était en gros, vous y croyez tout. Je pense aussi, ta question derrière, c'est qu'est-ce que vous en pensez, quel est le niveau de kiff, comment ça marcherait. Quelle ambiance ça donne. Je vais être assez honnête, pour toute personne, voilà. Alors, je pense, et on a, je pense que pour toute personne qui a connu assez longtemps le sport d'avant et le monde d'avant et les stades d'avant, ça va être très compliqué. Ça va être très compliqué d'accepter, de retrouver le kiff. Mais pour la jeune génération qui, à son tour, va être amoureuse de sport et malheureusement aura connu beaucoup moins longtemps ou n'aura même pas été majeur dans des stades NBA, des stades de foot et tout, et qui va devoir s'adapter à ces nouvelles conditions. Si tu kiffes la NBA et que c'est ça les règles et que de toute façon tu as 15 ans aujourd'hui, tu vas t'y faire, mais ça va prendre du temps. C'est-à-dire que pour réarriver... Voilà, pour arriver de nouveau à plein comme fonctionnait la NBA des années 2000, 2010 et tout avant, il va falloir réhabituer toute nouvelle génération. Et nous, malheureusement, notre génération, ça va nous faire tout drôle. Ça va nous faire bizarre, tout à fait. Mais c'est ça ta question. Pour rebondir sur ce que tu disais, ta question là, Alex, personnellement, moi, je crois à un retour progressif des fans. Et je pense, pour rester toujours sur ce thème de la NBA, grand Manitou qui contrôle énormément de choses, s'il y a bien, en tout cas en l'état, une ligue qui arrive assez bien à contrôler ce qui se passe dans ses salles et au niveau de sa fanbase, c'est la NBA quand même. On a vu énormément de cas, notamment de fans qui agissent n'importe comment. On tourne pas autour du pot. T'es kické et tu reviens plus à vie. Je veux dire, la mainmise de la NBA sur ses fans et sur la façon d'agir, quand tu rentres dans une salle, c'est pas open bar. Il y a marqué derrière ta place, il y a marqué Code of Conduct. Ouais. Si tu n'agis pas comme ça, c'est écrit, c'est mort. Tu bouges. Et donc je pense que la NBA sera la première à dire, essayons un petit peu de relancer les fans dans les stades, que ce seront les premiers en communication à dire « il y a un côté privilégié, tu peux retourner, vivre des grands moments sportifs, etc., vivre un peu l'histoire. » Et surtout, s'il y en a qui osent déconner un minimum, la NBA, c'est notamment juste, quand tu vois l'évolution de la NBA, tu vois que la NBA a toujours eu cette espèce de mainmise. C'est-à-dire que quand on a eu, dans les années 50, des mecs qui fumaient des gros cigares au premier rang et des mecs qui faisaient des paris dans les vestiaires et dans le public, ça a changé, notamment à cause d'une main forte. Quand on a eu des mecs, on parlera pas de coke dans les années 70 et 80, mais quand il y en a eu aussi, il y a eu la mainmise de la NBA. Ah, je sais, Alex, t'as pas envie qu'on en parle, mais bon, il faut bien que j'en parle un petit peu. Et récemment, de qui parle-t-on? À Utah, Westbrook qui tombe, un fan qui lui dit reste comme tu sais faire, reste à genoux, ouais, comme tu sais faire. Le mec, on l'entendra plus parler. Et alors certes, ce sont des situations sanitaires là qui sont différentes. On n'est pas du tout sur le même thème, mais en termes de contrôle pur. Je ne veux pas faire de comparo avec le foot, mais si je pense qu'il y a bien une ligue qui peut contrôler ça, c'est la NBA avec ses salles. Je pense. T'as tout à fait raison. Moi, c'est l'autre mouvement de la relation. Est-ce que les fans, et je répète ça, mais notamment de la génération un peu plus âgée et tout, vont vouloir retourner dans les salles, vont vaincre aussi l'angoisse de se dire est-ce que les gens vont se sentir si à l'aise de se retrouver aussi dans une salle publique avec des gens que tu connais pas? Moi, je me mettrais pas. Ça va prendre un petit peu de temps, mais tu sais, l'être humain s'adapte. Bien sûr, mais une partie de la NBA, en tout cas sur la vente je parle juste de la vente de tickets. Je pense que la NBA pourra toujours trouver des moyens, notamment en numérique et tout, de véhiculer son image et de gagner toujours autant d'argent. Mais ce que tu vendais dans un ticket NBA, c'était aussi l'expérience collective dans une salle
à l'américaine, etc. et tout, la proximité avec les fans, le bruit, il y a un certain truc, les animations et tout. Et ça, je pense quand même que si tu ne peux pas le reproduire, tu pourras peut-être pas vendre ton billet et espérer autant les vendre. Mais moi, je crois que c'est une histoire de temps, Simon. Je pense que beaucoup de chercheurs, beaucoup de spécialistes scientifiques sont sur le coup d'un vaccin. Je pense qu'ensuite, une fois que tu vaccines de plus en plus de monde, que tu enlèves de la tête des gens cette espèce de truc stressant de dire putain, merde, attends, non, là, je sais pas, je dis n'importe quoi, Kevin Durant, il vient d'écraser tous les Knicks d'un coup sur un dunk, je suis fan de Brooklyn, mais je peux pas embrasser mon voisin, tu vois. Mais ce truc-là, en fait, tu vas le travailler, il va y avoir de la communication, il faut des avancées scientifiques, il faut un vaccin, et si ça se trouve, bien sûr. Pour la saison 2022-23, c'est même pas un sujet, quoi. Toi et moi, on prend l'avion et on va voir un X-Nets, quoi. Et voilà, quoi. Tu vois, mais j'ose espérer, bien sûr, j'ose espérer. Mais je dis juste, pendant la période où il n'y a pas de vaccin, je pense qu'il ne faut pas que la NBA fasse des estimations trop hautes de l'argent qu'ils peuvent espérer récupérer en proposant aux joueurs, allez vous foutre à 200 dans une salle de 20 000 et il n'y a pas de sandwich, il n'y a rien. S'ils estiment qu'ils vont pouvoir vendre des billets à $50 comme ça et tout, je pense qu'il faut ça, que on est d'accord. Soit très pragmatique et réaliste. L'avantage, c'est que s'il y a aussi une ligue qui a connu ça, j'ai pas envie de rendre hommage, mais Dieu sait si certains connaissent Dr. Jerry Buss et l'impact de la ABA, notamment ce qu'il y a eu en termes d'évolution du NBA Entertainment. C'est-à-dire que la NBA a déjà connu une ligue qui n'a pas autant explosé, mais où ce n'était pas forcément le show. C'était aussi la performance, le match. Et donc la parole aux joueurs. Alors certes aujourd'hui c'est un package complet. Quand tu y vas, tu en prends une tarte dans la gueule et Dieu sait si vous êtes nombreux à nous envoyer des photos et des témoignages de quand vous allez dans les salles NBA. Mais peut-être aussi que tu vas retrouver au début un modèle typique des années 60 qu'on a connu à travers documentaires et autres où en fait c'était la performance. Il n'y avait pas de halftime show et tu devais vivre juste avec la performance sur le terrain et puis c'est tout en fait. Pas trop d'applaudissements, tu devais juste regarder ce qui se passe et puis zou. Pas d'orgue, pas trop de speakers. Et un type à la radio qui s'occupe de commenter. Il y a un retour préhistorique. Ça, c'est la NBA potentiel. Du début, quoi. On est peut-être devant ce type de potentiel. Et dans le même ordre d'idée, on peut imaginer aussi qu'aujourd'hui, l'expérience, si tu as moins de monde en NBA, tu peux aussi peut-être proposer une expérience beaucoup plus valorisante, bien sûr en respectant les mesures de sécurité et tout, mais à des fans. C'est-à-dire que tu peux proposer à des fans de venir voir un match, mais en plus de passer du temps, bien sûr très sécurisé et tout, mais peut-être une partie, assister à un entraînement ou des choses comme ça et tout, parce que tout est très contrôlé. Donc tu as beaucoup moins de fans. Par contre, tu leur prends $1000 parce que c'est ou j'en sais rien, j'exagère, mais vous voyez ce que je veux dire. Tu vends autre chose. Tu vends une espèce de proximité en coulisses. Tu vends un truc dédicacé parce que tu peux venir avec ton bouquin, ta bio, tu vas voir ton joueur préféré, il va avoir un quart d'heure de temps avec toi. Mais de toute façon, Alex, si je dis pas de bêtises, moi je ne serais pas étonné, et tu me dis, ça se trouve c'est nimp, mais je ne serais pas étonné que d'ici quelques mois ou années, un billet en deuxième row ou au premier rang en termes de chute de prix sera potentiellement colossal parce que la NBA se dira et les franchises se diront, vendons réattachons-nous un peu à notre ramenons du monde. Maintenant exactement. Qu'il y a un vaccin, maintenant que la science a fait des progrès et que les gens commencent à être rassurés, faisons en sorte que ce soit attractif. Valuer. C'est possible exactement. Ce que tu dis. Ça serait logique d'un point de vue économique, en tout cas business. Et communication. Communication, quoi. Faisons d'abord des salles pleines pour que les gens voient l'ambiance et faisons remonter le prix du billet petit à petit. Ce serait un comportement tout à fait logique, surtout que les joueurs ont été clairs pas mal là-dessus, sur le côté, genre jouer dans des salles vides, ça excite pas trop les joueurs, quoi, tu vois. Donc si t'excites pas trop les joueurs, quel genre de match on va avoir ? Quel genre de niveau on va avoir ? Est-ce que la question que je me pose, moi, qui est peut-être trop métaphysique comme question, mais c'est, est-ce que si t'enlèves le public, est-ce que tu fais baisser le niveau du jeu, de l'intensité ou pas ? Tu changes le jeu. Ouais, tu le changes, mais est-ce que tu fais baisser le niveau ? Tu changes le jeu. Je sais pas pour le niveau, mais tu le changes parce que les joueurs, à mon avis, je me permets Simon, après je te donne la parole. À mon avis, les joueurs sont en capacité. Tu peux te taper sur la poitrine. Les joueurs sont en capacité de pouvoir quand même taper sur leur poitrine si tu es sur un playground. Oui. C'est-à-dire que quand tu postérises quelqu'un, c'est toujours mieux de taper sur sa poitrine devant 20 000 personnes. Si tu le fais juste devant le mec et devant ton banc, t'es quand même excité, quoi. Westbrook, je pense qu'il en a rien à branler. Je pense que lui, il met un poster. Ouais. S'il peut se taper sur le pec devant son staff et devant ses coéquipiers,
il le fera, il se dira let's go, c'est la compétition. Par contre, il est clair qu'à la façon dont la NBA gère son entertainment, la façon dont nous, on a parlé notamment de la façon dont les matchs sont arbitrés. Home call, momentum call, c'est-à-dire que parfois tu vas faire péter le public parce qu'en fait l'arbitre il fait l'arbitrage. Charge, genre tu vois, tu peux dire genre soudainement en fait il y a plus ce même momentum et ça peut impacter le niveau de jeu où certains joueurs en fait c'est déjà connu un peu les estimations qui sont faites là-dessus, c'est des études, tu peux pas malheureusement faire de science là-dessus, mais les joueurs quand tu es sur un run de 9-0 et qu'il y a une grosse défense et une contre-attaque et que tout le public se lève pour faire un 3 avec ses doigts, ton pourcentage augmente parce que tu as une espèce d'adrénaline. Mental. Exactement. Il y a une adrénaline qui sort des statistiques. Donc je pense que ça peut impacter le jeu, mais KD met 66 points à Rucker Park. Donc je vois pas pourquoi est-ce qu'il en mettrait pas 50, tu vois, en NBA, quoi. Oui. Ça, je pense que les performances. Je sais pas Simon ce que t'en penses, mais je parlais de l'intensité, moi. Non, mais Bastien, honnêtement, t'as fait une réponse qui aurait été très similaire à la mienne. J'allais faire la même vanne sur Westbrook, c'était le premier nom qui m'était venu à l'esprit. Westbrook, je pense que public ou pas, l'intensité, tu vois, c'est la même. Et petit bémol, mais on va voir. Moi, j'aime pas cette façon, ce nouveau monde, mais cette continuité de la NBA risque d'être quand même un peu plus technologique. C'est-à-dire que vous dites qu'il n'y aura pas de public, et on a dit qu'il n'y avait pas de public. Oui et non. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de public physiquement sur place, mais par contre, il y aura des gens qui regardent. La NBA va sans doute trouver un moyen de faire remonter l'équivalent de la pression d'une salle. Alors, ça n'avait rien à voir, mais peut-être avec des moyens technologiques, de faire comprendre aux joueurs pendant qu'ils jouent, n'oubliez pas, vous n'êtes pas seul, on vous regarde. Ça sera jamais pareil quand même, là, pour le coup, c'est pas possible, ça. Non, mais t'as quand même la conscience que... Ah bah, je te dis pas qu'ils vont mettre nos petites têtes en zoom direct dans la salle sur l'écran géant et on va voir. Mais d'avoir une conscience pour les joueurs de dire, vous n'êtes pas seul dans le gymnase, vous êtes filmé et des gens regardent. Donc, essayez de trouver un moyen simplement pour les joueurs, c'est pas tout à fait jouer à vide avec non, c'est vrai, mais ça équivaudra jamais à une chaise à pic bouillante ou à un Madison Square Garden qui se lève d'un coup, ou vous voyez ce que je veux dire. Bien sûr, ça ne vaudra jamais, mais les mecs feront quand même les sideline interviews où en fait ils savent que s'ils sont en train de parler à Doris Burke, c'est retransmis comme tu disais Simon devant des millions de personnes. Ça, c'est vrai. Et donc ils vont se remettre dans des conditions, le chalk toss de LeBron, ok il sera peut-être pas fait devant 10 000 personnes, mais bon, il va peut-être le faire quand même parce que ça fait partie de son rituel. Ça va être hyper intéressant à observer en tout cas. On va entendre tout ce qu'ils disent. Alors ça. Si jamais il y a des matchs à l'écran, Simon, qu'il n'y a pas de public pour gueuler, on va entendre tout ce qu'ils disent. Il y a eu le cas en Bundesliga, il y a un joueur, tout le monde a entendu son insulte. Ou même le PSG Dortmund, Bien sûr. Le retour de Ligue des Champions. Ah bah imagine les rebonds de Melo. Imagine les gros rebonds de Melo maintenant. Alors. Get your piece out of here! Je vous le dis à tous les deux et j'oublie qu'on est filmé et que d'autres gens vont avoir cette idée. Moi, j'ai commencé à investir dans la fabrication de robots spectateurs pour vendre. Maintenant, entre Simon dans les joueurs soient maintenus sous pression et je fabrique des petits robots fans que tu mettras comme ça dans les bureaux et qui auront des réactions prédéterminées, tu vois. Et pour que les joueurs se sentent toujours autant sous pression avec 60 000 robots qui les regardent dans le match. N'empêche que, je sais pas, sur la longueur, je sais pas, mais sur certains matchs, très curieux de pouvoir entendre. Rudy Gobert diriger sa défense, je sais bien pas sûr. Moi, les consignes tactiques de Mike D'Antoni. Alors l'écho, de toute façon, bien sûr, ça va être hyper fascinant. Un des derniers axes, messieurs, je vous propose d'en parler là maintenant, évidemment, parce qu'on a fait pas mal de financiers et de sanitaires. On peut parler aussi évidemment de sportifs, ce que ça représente pour les joueurs. Il y avait eu quelques mentions là, vu qu'on en discutait un petit peu, de restructurer notamment la saison. On sait que ça a été mentionné dans la dernière année de pouvoir potentiellement démarrer la saison plus comme avant en octobre, mais directement à Noël. On en avait parlé dans d'autres émissions. Démarrer à Noël pour essayer de laisser passer rapidement le Super Bowl et avoir 6 mois open bar, c'est-à-dire le printemps plus une bonne partie de l'été pour avoir un potentiel nouveau calendrier NBA. Peut-être que cet été sera l'occasion d'un test. Certains décisionnaires de la NBA se frottent les mains, entre guillemets, de la situation actuelle parce que on pourrait potentiellement avoir du coup des playoffs pendant l'été, une free agency, plutôt une draft, une loterie plus une draft qui aurait lieu en septembre et une free agency en octobre-novembre avec un retour des joueurs autour de Noël. Ça, c'est le cas où ça reprend. Ce que tu viens... Comment ? Pardon, ça c'est ce que tu décris, Bastien, c'est le cas où ça reprend, c'est-à-dire que ça joue pendant l'été, donc du coup, t'as de la draft et de la free agency en septembre, donc tu peux pas reprendre en octobre et donc tu repousses plutôt vers Noël, quoi. Tout à fait, c'est par rapport à un acte de reprise, mais perso, après je sais pas ce que vous en pensez, mais perso, je ne serais pas étonné que la NBA se dise
chic, entre guillemets. Ça fait quelques temps qu'on essaye de restructurer notamment le calendrier et voir comment on peut faire, et d'avoir une plus grosse place dans le folklore américain où parfois on est chamboulé par le Super Bowl et d'autres choses et c'est un petit peu creux en automne. Tiens, si ce test qui va être fait avec une reprise, moi j'y crois personnellement en 2020-21, quoi qu'il arrive, la saison suivante à partir de décembre, j'ai du mal à avoir une saison 2021 qui démarre en octobre. Je sais pas pourquoi, mais c'est comme ça. Parce que notamment ça a été. Si c'est annulé, si celle-ci est annulée, c'est quand même possible. Hein. C'est possible, mais il parle pas mal de Noël, et après, vas-y Simon. Non, si celle-ci est annulée, effectivement, ça peut rapprocher du moment présent la suivante, le début de la suivante. Par contre, s'il y a un ballon d'essai cet été et tout, moi je suis complètement en raccord avec le scénario énuméré par Bastien. Moi aussi. Finis ton truc cet été, tu vois ce qui se passe et tu repars en décembre-janvier prochain parce que tu as ta matière empirique, tu as vu ce qui s'est passé, bien passé, etc. et tout. Et surtout, c'est David Griffin par exemple qui en parlait et tout. Tu ne tapes pas la concurrence de la reprise de NFL, de tout et tout. Tu crées pas un espèce d'embouteillage où d'un coup il y avait plus de sport, d'un coup il y a tout en même temps, les calendriers deviennent illisibles et tout. Tu respectes un minimum ce qui a été mis en place. La NBA, avant tout, une saison de NBA. Surtout aux États-Unis, quand tu es sur place et tout, tu te rends compte qu'en fait, dans la tête des gens et tout, c'est février à juin, en fait, la saison d'NBA. Encore plus que chez nous, tu vois. Et qu'avant, c'était pas indispensable. Les matchs NBA, ils savent très bien que les joueurs sont pas à fond, que de toute façon, ils regardent. Collectivement, l'accent est plus sur la fin de saison NFL, etc., etc. Et en gros, David Griffin, que dans la Nouvelle-Orléans, lui, il serait favorable à une fin de saison, en gros, cet été. Mark Cuban est à peu près, puisqu'il est à Dallas et qu'il y a les Cowboys en face, sur le raccord avec le même truc, c'est de dire, en gros, de mettre en garde la NBA en disant, si on reprend trop tôt et qu'on se prend la concurrence de la NFL, ça va pas nous aider, en fait, nous, de reprendre trop tôt. Parce que localement, à la Nouvelle-Orléans, s'il y a des matchs des Saints et qu'il y a un match des Pelicans en même temps, il y a Walou, il y a rien. Il y a même dans le journal et tout, on passe en page 2, quoi. C'est vite saoulant. Il y a pas mal de proprios là-dessus qui en parlaient là-dessus. Tu le mentionnais avec Cuban. Là, bon, c'est Griffin, c'est au niveau du management. Steve Koonin, notamment à Atlanta, je suis bien placé pour le savoir. Lui est le premier à dire, en tant que businessman, vraiment premier. Il y avait eu la Sloan Sports Conference, notamment faire la bise à Brieux de Sopres qui nous avait envoyé quelques paplards là-dessus sur le fait que certains décisionnaires pensent déjà à une saison qui pourrait démarrer en décembre. D'un point de vue purement sportif, je vous lance juste sur un thème. Alex, notamment, je te lance là-dessus. Ne pas oublier ce qui s'est passé avec le lockout de 99, c'est-à-dire qu'en termes de performance, s'attendre aussi à une baisse très claire du niveau de jeu et une augmentation des blessures chez les joueurs. Qui est le nouveau Sean Kemp ? Qui est le nouveau Alan Houston ? Ouais. Non, c'est clair. Ah non, mais c'est clair que pour les joueurs, d'un point de vue sportif, d'un point de vue entretien, athlétique et tout, c'est un défi là, ce qui est en train de se passer. C'est même un cauchemar. Surtout qu'en plus, ils ont même pas pu avoir accès pour certains à des terrains. Non. Je voyais un témoignage de notre Vavane national qui disait moi j'ai pas de panier chez moi quoi. Donc en fait tu vois genre c'est même pas il y a l'entretien athlétique, il y a l'entretien technique. Je parle même pas de l'entretien tactique, puisque là, évidemment, tu peux pas travailler à plusieurs, même si on peut imaginer que tu peux au moins faire de la vidéo, et peut-être qu'un petit zoom en équipe, et tu peux discuter tactique. Mais enfin, vous serez d'accord avec moi que c'est quand même loin d'être idéal. Ouais. Donc, pour le niveau de jeu, il est clair que c'est pas 2-3 semaines d'un espèce de training camp 2.0, là, qui vont tout résoudre, hein. Ouais. On risque... c'est d'ailleurs pour ça que les mecs, ils veulent absolument finir la régulière d'abord, même si c'est pas tous les matchs, au moins une bonne partie des matchs, parce qu'en fait, ils savent très bien que il y a des équipes qui vont se battre pour les playoffs. Je veux dire, t'es les Blazers, t'es les Kings, t'es les Pels, t'y crois encore, hein. Tu te dis si ça reprend, pour peu que Memphis soit pas en route, on peut aller en playoffs, tu vois. Déjà, t'as ça. Et ensuite, ils ont... À part certaines équipes dont t'as parlé, Bastien, qui jouent vraiment plus rien, mais toutes les autres ont besoin un peu d'un galop d'essai pour trouver un semblant de rythme, quoi. Je pense que c'est obligatoire. Je pense que c'est important là-dessus de vraiment mettre... Enfin, en tout cas, moi, perso, je me suis mis dans cette situation-là, et en ayant parlé à pas mal qui suivent la NBA au quotidien, ou sont habitués à suivre la NBA au quotidien. Ce n'est pas pessimiste de projeter à 1 an une baisse très nette du niveau de jeu et donc des théories qui sont autour, quoi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont dire, on l'a vu en 99, Phil Jackson disait que c'était un titre avec une astérisque pour les Spurs, enfoiré. C'est inévitable de dire ça, hein, c'est logique. Et il y aura un nombre de blessures en hausse et une baisse notamment de production de la part des joueurs qu'il faut prendre en compte, parce que certains vont dire, par exemple le champion de cet été. Le champion de cet été, je sais pas ce que t'en penses, Simon, mais comment est-ce qu'il rentre historiquement, tu vois ? Attends, ouais.
attendons de voir les modalités, mais ce sera peut-être historique et tout. Mais là, c'est vrai que quand tu essaies d'y penser, c'est déjà très flou. Et tu te dis quand même que, genre, c'est pas un champion, comment dire, aussi valeureux, quelle que soit la façon dont il gagnera et tout, qu'un vrai champion. C'est impossible de ne pas penser comme ça. Après, sur la baisse du niveau des joueurs, la hausse des blessures et tout, surtout, je pense qu'il y a une vraie nouvelle donne. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui vont peut-être, on s'y attend pas, mais très bien réagir à cette situation, et notamment parce que leur famille, peut-être leurs parents et tout seront épargnés. D'autres qui, au contraire, vont avoir une charge mentale à gérer qui va être de trop. C'est vrai. Par exemple, franchement, Karl Anthony Towns, je suis même pas sûr qu'il ait envie de jouer au basket, là, tu vois. Ouais. On parlait de lui au début d'émission, on en reparle. Et il va y avoir aussi qui va être leader, quels vont être les leaders d'équipe qui vont être capables d'emmener les équipes. Alors évidemment, LeBron, on parlait de lui aussi tout à l'heure, c'est pour ça que je me permets de reparler de lui. Tu joues le titre, donc c'est un peu plus facile pour un LeBron de dire les gars, concentrés et tout, on est l'occasion de jouer on peut déjà faire des groupes d'équipes. C'est même malin. Voilà, et moi je suis LeBron, je suis même en train de dire, c'est cette année en fait maintenant, parce que les autres ils vont mal être préparés. Nous on va arriver, venez vous entraîner avec moi, on met les masques, on met machin et tout, parce qu'en fait on va être déter, parce que les Bucks, vous avez vu, Giannis il a pas de panier, l'autre il a pas machin et tout. Ok, très bien, mais à partir de la saison d'après, ça va être très compliqué aussi, toujours sur les mêmes modalités et tout, et je pense qu'on va voir, des joueurs vont se révéler dans cette nouvelle situation, d'autres au contraire étaient des leaders à l'ancienne et vont pas du tout réussir à emmener leur équipe. Pareil pour des coachs, il y a des coachs qui vont peut-être assez violemment se révéler en fait être lamentables dans cette nouvelle donne, et au contraire des coachs dont on était les premiers à se marrer, qui en fait là-dedans, parce qu'ils sont peut-être meilleurs en visioconférence tout simplement et tout, vont avoir des résultats peut-être meilleurs. Je sens que c'est peut-être dans ce genre de situation que tu vois la solidité de ta franchise. Dans la façon dont ta franchise, je suis d'accord. Dans ta façon dont ta franchise aborde ton groupe, la construction de ton staff, la continuité, l'intelligence de tête et de cœur, de savoir comment faire pour aborder tout ce que tu venais de dire, Simon, c'est-à-dire nouvelle donne qui s'adapte bien, qui est bancale et qui est capable de. C'est là qu'à mon avis tu vas voir les cultures les plus dominantes. Avec une grosse pensée pour les Knicks. Vas-y Alex. Et parce que d'un point de vue sportif pur là, par rapport à ce que dit Simon, donc Simon t'as cité les Lakers et les Bucks qui sont au moment où la saison s'arrête, premiers chacun de leur conf, avec un jeu, de la grosse def, qui sont des favoris potentiels dans leur conf respective. Mais justement, là, ce qui est intéressant et ce qui serait intéressant en cas de reprise, titre avec une astérisque, ça je pense qu'on peut pas y couper, je vois pas comment c'est possible autrement, saison coupée au milieu, et justement parce que là, tu peux imaginer par exemple que les Rockets ou les Celtics, ou le Heat, ou les Sixers ressortent de ce truc, et qu'en 2 ou 3 semaines, en fait, les types, pour des raisons qu'on ignore, nous, parce qu'on n'est pas au milieu du groupe, ils sont grave opérationnels, et ça upset une conférence entière. Hein. Sur des laps de temps très courts, comme ça, il peut se passer des choses de ouf. Le pari de Bastien... Ouais. Le pari de Bastien sur les Sixers tient toujours. Mais quand est-ce que vous allez m'écouter? Non, alors si c'est ça la fin de cette année, de cette saison 2020, moi j'arrête. Ça peut être énorme, vraiment. Il peut y avoir des MVP de finale dont on n'a jamais, tu vois. Il peut y avoir, genre, je sais pas, Anthony Davis, en fait, il est complètement hors de forme. C'est lui le nouveau Sean Kemp. Et du coup, tous les bruns qu'il est, les Lakers, ils l'ont dans le cul, quoi. Tu vois, point barre. Tout à fait. T'allais dire, Simon? Non, mais on en rigole, et tant mieux dans cette vidéo qui est pas effectivement la plus marrante et tout. Mais non, mais imaginez un truc. Orlando, je dis, voilà, on prenait l'exemple. Mais Orlando, il y a le camp d'entraînement, il se trouve que c'est à Orlando. Eux, c'est moins compliqué pour eux à gérer parce qu'en fait, ils peuvent rentrer chez eux, c'est plus simple et tout que les autres. Il y a une espèce d'osmose absolue, et ils se disent aussi, en fait, nous, on joue le truc dans notre ville, donc au quotidien, ils ont peut-être un peu plus de rapport avec le supporter et tout. Il y a un truc qui se sublime, et imaginez là, Orlando devient champion NBA. Qu'est-ce qu'on fait sur le résultat? Simon, t'as déjà pensé à écrire des livres ou pas? Non, mais ou alors Orlando va en finale. Bon, on se calme. Parce Orlando va en sont finale. portés par un truc. On y va calme. Tu vois, mais comment on a... Non, mais je vois ce que tu veux dire. Il y a des équipes qui vont être avantagées. Il y a des équipes. Si ça se trouve, non mais là on rigole. C'est ça qui est marrant. On rigole, mais 2020. S'il y a bien une leçon de 2020, les gars, c'est de pas rigoler de l'improbable. Non mais bien sûr, mais si tu regarde, je vais dans ton sens, Simon. Si tu as la conférence Ouest qui est à Vegas. Entre une équipe de vétérans, une équipe avec des jeunes, une équipe avec des mineurs et une équipe avec des majeurs. Quelle est l'équipe la plus avantagée quand les casinos réouvrent? Hein? T'as plein de trucs. Ça se trouve, ça va être ça. Hein. Si ça se passe bien, là, la reprise de l'NBA, que les cas et tout, c'est géré, que ça a lieu. Imaginons, voilà, ça a lieu, ils font leur camp d'entraînement, 2 semaines de stop, ils se retrouvent, la finale est, disons, à Las Vegas et tout.
on fait quoi si sérieusement c'est n'importe quoi? C'est-à-dire qu'il y a que des upsets, et à la fin, effectivement, comme tu le disais, la finale c'est Toronto-Houston, quoi. On fait quoi? Toronto-Houston, ça va encore. Comment Ça on va, analyse? hein, Qu'est-ce ça qu'on va. fait? Ouais, mais c'est pas la finale la Non, plus bien probable, sûr. tu vois, là, a priori. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Tu veux dire quoi par qu'est-ce qui se passe, Indiana, Simon, à ce moment-là? ouais. J'ai pas compris. Bah, comment en temps réel, nous, mais même tout le monde, comment Mais t'analyses ça? YOLO Comment, qu'est-ce que total! tu vois, Mais c'est- YOLO total! Non, on va être là les Bah, on premiers aura genre. du basket Ouais, à ouais. analyser, on pourra dire les matchs, on aura vu ce qui se passe, on pourra dire si c'est Bah, tu vois vraiment que le Kylery mini-ball, qui a il passé marche. un cap pendant le confinement. Bien sûr! Est-ce que c'est Kylery qui passe un cap pendant le confinement Je ou- vous ou avais est-ce dit que c'est- Mike D'Antoni était sous-estimé, bien sûr. Non mais c'est Ça va réécrire l'histoire. c'est Mais pour ça qu'il y a une Comment ça, Dwight Howard est MVP des Voilà. finales? il y a une astérisque inévitable. C'est sûr. Redemander aux gens qui ont vu, malgré tout son début de carrière, etc., exceptionnel, mais quand tu te retrouves en 99 et que tu as quand même des débuts de rumeurs de Greg Les Popovich qui Knicks, se fait les virer. Knicks, les gars. Les Knicks, qui sont 99. 8e, qui vont en finale. Remettons l'église au centre du village. Je pense que c'est quand même pas un Mais hasard. non, mais C'est absolument pas, parce c'est qu'il pas un hasard, te les suffit Popovich d'une des Knicks. dynamique. Popovich est sur le point de se faire virer et tu te retrouves en finale NBA avec Duncan qui se libère et d'autres joueurs qui trouvent leur rôle. Tout peut se passer. C'est sûr. Ouais, et je suis certain. d'accord. Ça, je suis d'accord. Tout peut se passer. Il peut y avoir des destinées qui démarrent là bientôt, tu vois. Enfin, ou qui Ah. démarrent, où il y a un vrai tournant, quoi. Eh ben, je suis vraiment content pour les Mavs qui ont donc remporté leur deuxième titre en 10 ans. Non, Mais mais c'est bien un sûr. délire, hein. Bien Genre, sûr. comment ça, Tatum, c'est devenu un mauvais shooter Mais et c'est ouais. fini, tu vois. Et genre, le mec, voilà. Mais Et on en parle comme on parle de Penny Hardaway aujourd'hui. que il va y avoir des regrets, quoi. Penny Hardaway aussi. Malheureusement, c'est comme ça, ça peut arriver aussi. Messieurs, juste dernier point là-dessus pour conclure un petit peu votre dernier mot et un petit peu votre. J'aime pas parler de pronostic, mais est-ce que vous verriez bien ou est-ce que vous dessineriez bien comme paysage sur les 6 prochains mois, quoi, Alex? Ok. Allez, à toi. Personnellement, je ne suis toujours pas convaincu. Malgré tous les efforts qui sont proposés actuellement par la NBA et tout ce qu'on a dit, là, avant-gardiste et tout, je pense qu'il faut vraiment pas mettre de côté le scénario de cette saison va malheureusement pas pouvoir reprendre parce que trop compliqué à mettre en place. Je pense qu'il faut vraiment pas le mettre de côté. Il faut mieux se préparer psychologiquement pour nous les fans de basket à pas en voir pendant des mois et des mois encore. Et dans le cas d'une reprise, je trouve que le scénario, selon moi, le plus probable, c'est celui qui nous est un tout petit peu dessiné là. C'est ces deux destinations pour gérer les conférences, pour moi. Il leur faut un bout de régulière pour que quand même les Blazers, les Pels et les Kings, ces équipes qui sont un peu en play-off, aient pas trop l'impression de se faire flouer et que potentiellement, malheureusement pour les Grizzlies, il y en a une qui leur pique leur place en play-off. Pour moi, ça revient pas direct en play-off. Ensuite, je suis quand même assez sceptique sur la gestion éventuellement de cas de joueurs qui se retrouveraient à être testés positifs pendant la compétition. Je pense que ça, c'est... Je sais pas, la question, c'est est-ce que vous croyez que ça peut reprendre un bout de régulière, les playoffs démarrent et puis en fait, bah non, shutdown. Ouais. Genre on y croit et puis en fait non, quoi. Ouais. Bah, pourquoi pas. Malheureusement, mais c'est bien pour ça que tu es obligé de redémarrer pour voir justement si ça c'est possible et que du coup dire les gars en fait la saison prochaine et tout on arrête Comme le dirait délire, Jordan. on n'a pas pris la bonne mesure, c'est trop contagieux tout ça et tout et stop. Bien On va sûr, voir. comme dirait Jordan, On va voir. ne pas penser à un shoot que raté alors qu'on ne l'a toujours pas pris en fait. Je pense que la NBA sera la première à se dire genre on ne peut pas savoir si ça ne peut pas marcher si on n'a pas tenté en fait. Ça, je pense que c'est le truc principal qui les pousse à essayer de reprendre. Clairement. Avec la thune, évidemment. Tout à fait. Mais avec Vas-y Simon. et avec la grandeur on va dire et avec l'intelligence de dire par contre si on a pris le shoot et que c'est un airball, on arrête, on n'en Tout à reprend fait. pas un deuxième. Quoi. D'ailleurs Simon là-dessus, je te tends la parole, ton dernier mot, ta projection un petit peu ce que tu... ton avis Orlando global, champion. un peu, tout ça. Non, c'est compliqué. Ce qui semble le plus probable, effectivement, c'est qu'assez vite, là, je pense quand même que les feux, entre guillemets, sont assez verts. Entre le besoin d'argent, de refaire tourner la machine, de tester un peu aussi comment tu fais, parce que de toute façon, il va falloir s'adapter à ce nouvel environnement, etc. et tout. Je pense qu'on va revoir un peu de basket, effectivement. Maintenant, je crois que la clé,
Et on va voir, ça c'est très dynamique comme situation, mais dans qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qu'on va voir et tout, c'est de ne pas vouloir à tout prix forcer les modèles d'avant et les rendre compatibles dans les nouvelles conditions sanitaires. Donc je pense que, et ça je suis assez confiant pour la NBA, de ne pas s'accrocher à les playoffs c'est tant de matchs, les séries c'est en 7, les machins et tout. Il va falloir lâcher du lest. Et nous aussi, en tant que voilà, spectateurs, plus ou moins experts à profane, tout ce que vous voulez, amateurs d'une équipe, deux équipes, de tout et tout, il va falloir apprendre un tout petit peu avant de tirer des conclusions, voir ce qui se passe. Et comprendre que c'est délicat, c'est du cas par cas, c'est très dynamique. La vérité d'un jour, même pour la NBA, sera peut-être pas celle du lendemain parce que tu auras des nouveaux cas où on va apprendre des choses. Et je suis fasciné et très fier et franchement content que ce soit à la NBA d'y aller en éclair là-dedans. Déjà parce que j'ai envie de revoir du basket en live et actuel, et parce que je pense, comme on l'a dit, quoi, c'est une ligue qui a assez d'ouverture d'esprit et de conscience pour s'il y a bien une ligue, je pense, qui peut y arriver sans trop de dégâts, avec à la fois la conscience et les moyens financiers, les moyens humains et tout. C'est peut-être la NBA, honnêtement, les gars. Franchement, à faire repartir un sport dans ce contexte, c'est pour ça que je suis pas si pessimiste. Je pense on peut voir quelque chose qui ressemble à d'assez correct et d'assez prenant, et de retrouver l'essence même du jeu, peut-être même de playoff NBA, etc. et tout. Ça reste, c'est la NBA. Optimisme de la part de Simon, magnifique. Tu m'as presque enlevé les mots de la bouche. J'avais à peu près les mêmes choses en tête. Malheureusement, demander à la culture du maintenant de ne pas penser au lendemain ou ce qui s'est passé avant-hier, ça va être compliqué, mais il faudra qu'on soit capable de s'ajuster. Je l'ai souvent tweeté, parfois en faisant un peu le malin là-dessus, sur le fait que tu peux dormir paisible quand tu as un bon proprio et un bon GM. Notre patron, c'est Adam Silver. J'ai particulièrement confiance en ses capacités et à sa réflexion. Les joueurs ont témoigné, eux, une confiance totale envers leur leader. Les proprios aussi. Je pense que, comme tu l'as dit là, on est devant quelque chose qui peut être potentiellement assez énorme et qui dépasse le cadre de notre NBA dans un contexte sanitaire mondial assez tendu. J'ai assez confiance. Il n'y aura pas trop de risques, je pense, qui seront pris. Et puis exactement comme l'a dit Alex, félicitations au Orlando Magic, champion NBA 2020. Voilà pour ce magnifique free flow spécial retour de la NBA ou non. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, messieurs, c'était super, on a absolument quasi tout couvert, c'était vachement intéressant. Allez, on se donne quoi, 2 semaines, 3, et puis on refait une émission après l'annonce d'Adam Silver? Bah ouais, on attend les annonces, ouais. C'est ça. On attendra à peu près, on va se mettre le 15 juin à peu près sur le marqueur. Dites-nous ce que vous pensez de tout ça, quelles sont vos projections, vos pronostics, comment est-ce que vous vivez la chose, et on vous fait plein de bisous. Prenez soin de vous et restez chez vous. Allez, ciao. Des bisous, à la prochaine, ciao. Ciao tout le monde.